Mon collègue Grégory Bleuciel qui m'appelle à cette époque-là. Il dit, j'ai parlé avec les responsables de Canal+, qui sont en Haïti, qui ont acheté les droits du championnat. Ils aimeraient que ce soit toi qui viennes commenter les matchs avec moi. Alors là, je fais le mec, ah c'est cool, tout ça, bah ok, on va voir ça, et puis voilà, je raccroche. Et là, je commence à sauter comme un gamin dans le lit. Bienvenue sur Tout un sport. Michael Phelps qui est en train d'écrire l'histoire. Vous l'avez fait les garçons. Vous êtes des géants. C'est la dernière mêlée. Allez, on touche. La libération est là. L'équipe de France est championne du monde. Et l'équipe de France championne olympique. Sur Mirail. Oui, champion. Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous. Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis avec Rudy Guzman. Bonjour Rudy. Bonjour Frédéric, c'est un plaisir de te retrouver. Merci beaucoup. Donc Rudy, moi, avant de lui laisser la parole, je l'ai découvert sur LinkedIn, puisque quand on a un podcast, on essaye de chercher un petit peu des contacts, et LinkedIn est un peu ma ressource, on va dire. Et quand j'ai vu marquer la thématique, et c'était le moment où tu parlais de ton livre de SDF à Canal+, moi, ça m'a interrogé, je t'ai contacté, puis tu m'as tout de suite tendu la main en disant pas de problème pour venir raconter mon histoire. Et comme je te le disais en off, je suis assez fan des reportages sur Canal+ Intérieur Sport, et j'aime ce côté, le fait de dire que le sport c'est bien plus que du sport et que il y a plein de choses à raconter autour du sport. Et toi, ton histoire, elle nage autour du sport, il y a tout autour du sport, donc je trouve ton histoire merveilleuse à mettre en lumière. Mais avant de commencer et avant de mettre en lumière ton histoire et ton parcours, je vais démarrer par le traditionnel portrait chinois. Je vais te donner un mot, puis tu me diras celui qui te vient à l'esprit. Si je te parle d'un lieu, quel est le lieu que tu choisirais ? Moi, je choisirais Haïti. Je choisirais le pays d'Haïti parce que c'est le pays qui m'a permis de rejoindre les médias, qui m'a beaucoup appris. Et surtout, c'est un pays dans lequel je me suis senti extrêmement bien, je me suis senti exister, je me suis senti vivant. Donc je choisirais Haïti, même si ce que vit aujourd'hui le pays est assez terrible. Ouais, tu pourras nous raconter, puis ça nous fera une petite anecdote aussi sur nos échanges. Si je te parle Mhm. d'un plaisir gourmand, tu serais plutôt sucré, plutôt salé ? Bah, les deux, je suis vraiment très gourmand, je suis très très gourmand. Donc ça va dépendre de l'humeur du moment, mais ouais, salé, j'adore tout ce qui est pas bon est très bon quoi. C'est les chips, les cacahuètes pour du salé, c'est des plats traditionnels du Nord, c'est un petit peu de ça et sucré. Moi, j'adore les desserts, les pâtisseries, et bref, tout ce qui est pas bon pour la ligne. Ok, je te comprends sans aucun problème. Si je te parle d'une passion et ou d'un passe-temps, puisque tu peux avoir une passion et puis un passe-temps à côté qui soit différent. Oui, bah, ma passion, ça reste quand même le football, même si maintenant c'est surtout mon métier, Mhm. mais ça reste quand même à la base une passion. Et puis, passe-temps, j'adore le bricolage. J'aime beaucoup travailler dans la maison. J'ai acheté une maison où il y a des travaux à faire et ça me plaît de me retrouver avec mes outils et puis de découvrir un petit peu, d'apprendre avec des tutos et puis voilà, de faire améliorer les lieux. Ok, ouais, il y a une notion chez toi aussi d'apprendre par soi-même, et on en parlera dans ton Mhm. parcours. Et pour terminer sur la question du portrait chinois, s'il y avait une ou plusieurs personnes ou personnalités qui t'ont inspiré, qui t'ont motivé dans ton parcours. En fait, il y a un tas de Ouais. personnalités et il y en a vraiment beaucoup, que ce soit des personnalités publiques, par exemple comme Vahid Halilhodžić, qui était Mhm. l'ancien entraîneur de Lille, qui a eu une enfance terrible, Ouais. qui a connu la guerre et qui, avec le football, s'est élevé dans la vie, tout simplement, comme joueur puis comme entraîneur de manière extraordinaire. Il y a José Mourinho, qui n'a pas été un joueur professionnel Mhm. et puis qui a quand même réussi à percer dans le monde du foot pro et puis à vivre de sa passion, tout simplement. Et puis, bon, il y a des gens forcément dans mon entourage, comme mes parents, comme des gens que j'ai côtoyés dans divers clubs que j'ai parcourus, des gens dans les médias.
aussi, j'aurai l'occasion d'en parler un petit peu plus loin dans le podcast. Ok, ok, super. Bah, merci pour ce retour. Comme on est sur tout un sport, l'idée c'est de refaire un petit focus sur 2 points. Le premier, ça serait sur soit ton premier souvenir, soit ton plus grand souvenir sport en tant que spectateur, s'il y avait un moment de sport dont tu veux nous parler. En fait, mon premier souvenir avec le football remonte à l'âge de 6 ans et c'était un ballon en mousse. Mon père était chauffeur routier et puis il m'avait apporté un ballon de football en mousse, donc je pouvais jouer dans la maison sans faire trop de bruit et surtout éviter de casser certaines choses. Et puis en fait, c'était un souvenir qui était assez court parce qu'ensuite je l'ai échangé avec quelque chose d'un camarade de classe. On avait 6 ans, je l'ai échangé contre un skateboard pour descendre la pente devant chez moi. Donc en fait, mon premier souvenir de football est assez court, mais je me rappelle, j'ai 35 ans, je me rappelle encore de ce ballon en mousse parce que euh, c'était un beau souvenir quand même malgré tout, même s'il a été court. Mais mon premier souvenir vraiment en tant que fan de foot, bah, c'était lorsque mon père achetait le journal le dimanche et que je lisais les articles sur Lille, sur Lens, et ça a commencé à m'attirer en fait. Ok, d'accord, très bien. Bah écoute, maintenant qu'on a fait un petit tour d'horizon, il y a une chose que j'ai pas précisée dans l'intro, c'est qu'on a un point commun, c'est qu'on est tous les deux originaires du Nord, hein. Tu es né Ah, à Valenciennes et moi aussi né dans le Nord, un petit peu plus vers la métropole lilloise, mais voilà, ça nous fait un point commun. Mais je vais te laisser nous raconter ton parcours et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu vis du sport, que les gens puissent comprendre, parce que l'idée, encore une fois, du podcast, c'est aussi de montrer bah, qu'il y a des sportifs de haut niveau et des sportifs de haut niveau et on les met en avant dans le podcast, mais aussi dire que bah, on n'a pas besoin d'être un sportif de haut niveau ou pas besoin d'être très performant dans le sport pour vivre du sport et vivre de sa passion. C'est pas toujours évident, mais il y a des parcours qui montrent que c'est faisable. Donc, et le tien en est la bonne illustration. Donc je te laisse nous expliquer un peu ton parcours, nous dire de où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené tout doucement vers ce métier autour du sport. bah déjà, je te rejoins totalement lorsque tu dis que il faut pas forcément du talent pour vivre du sport ou bien d'une discipline sportive, parce que c'est pas tout le monde déjà qui a la chance d'avoir du talent, mais aussi c'est pas tout le monde qui a la capacité de travailler un éventuel talent ou bien même de devenir un talent suite au travail. Donc, on n'a pas tous le même parcours, mais par contre, on a en chacun de nous, je pense, un amour qui peut être très fort pour, ça peut être un sport, ça peut être un loisir, ça peut être quoi que ce soit. Et lorsqu'on décide un jour d'en vivre, ça nous fait forcément franchir une étape où il y aura beaucoup de risques, où il y aura énormément de prises de décision, de doutes. Donc, je pense vraiment que, pour moi, personnellement, je n'ai pas de talent. Même quand j'étais petit, c'était assez catastrophique, je dirais. Et d'ailleurs, bon, quand j'étais enfant, j'ai découvert le football dans le village de Gomny. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'avais 6 ans. Et puis, bon, je jouais sur le terrain à l'extérieur de la maison avec mes frères, avec des voisins, tout ça. Et j'allais à l'école Jacques Brel de Gomny. Et puis, il y a un garçon de ma classe qui était un petit peu la superstar de la classe, hein, parce Mhm. que il faisait du football dans le club. Alors déjà, ça impressionnait les petites demoiselles. En plus, il faisait du judo. Donc, il était incroyable, Martin. Et puis, il m'a pris sous son aile et puis il m'a dit, ben, je vais t'apprendre le football. Et je dis, d'accord, pas de problème. Je vais t'apprendre à jongler dans la cour de récréation. Alors, il me montre hein, une jongle, deux jongles, trois jongles, 15 jongles, 20 jongles. Moi, je vois ça, j'avais l'impression de voir le bon Dieu, quoi. C'était incroyable. Et, du coup, je commence à apprendre. Je fais rebondir le ballon sur le sol et puis je le rattrape avec le pied. Je recommence une deuxième fois, je fais rebondir. Donc, des jongles en 2 temps. Et finalement, je me dis que c'est quelque chose d'assez intéressant qui me plaît. Je vois que quand je joue avec ce ballon, ça me plaît. Je n'y arrive pas forcément, mais ça me Mhm. plaît. Un jour, Martin me dit, je vais t'emmener dans le club où je m'entraîne, et puis tu vas faire un entraînement avec nous. Alors, j'hésitais à cette époque-là parce que il y avait des enfants que je n'appréciais pas forcément à l'époque. Disons que dans le village, il y avait 2 clans. Il y avait le mien, et puis il y avait celui d'un enfant que je n'aimais pas vraiment. Et puis, et à ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais y aller quand même à cet entraînement de football. Et je me rends compte que j'arrive à faire tous les exercices, que j'arrive à appliquer toutes les consignes. Et puis arrive la fin de l'entraînement où il faut chacun tirer un penalty. Alors j'entendais déjà dans mes oreilles, dans mon dos, regarde comment il va tirer, regarde il va rater, etc. Puis là, je ne sais pas par quel miracle, je l'envoie sous la lucarne et le gardien ne peut rien faire. Bref, ça s'est très bien passé et j'ai même, à cette époque-là, gagné le respect de certains enfants du village.
Et ce qui est bizarre, en fait, c'est que ça a été mon premier et mon dernier entraînement lorsque j'étais enfant, parce que je ne sais pas pourquoi, je n'y suis pas retourné. Je ne peux pas l'expliquer vraiment. Et puis ensuite, mes parents sont venus vers moi en me disant, bon, il faudrait que tu fasses un sport quand même. Qu'est-ce que tu veux faire comme sport? Il y a du judo ou bien du football dans le village. Et j'ai choisi le judo parce que j'avais envie d'être plus fort, j'avais envie Mhm. de savoir me défendre, même si à la base le judo c'est pas forcément ça, mais bon, je réfléchissais Ouais. avec le cerveau d'un gamin, quoi. Et j'ai fait du judo pendant 7 ans en regardant les entraînements de football par la porte vitrée parce que c'était à la même heure, en fin d'après-midi. Et d'ailleurs, je me mets à la place un petit peu de l'éducateur qui voyait un enfant venir aux leçons de judo alors qu'il regardait le football dehors. Et pourtant, je n'y suis jamais allé. Alors, un jour, je me suis dit, bon, puisque je ne vais pas aux entraînements de football, peut-être je m'y sens pas si bien que ça, alors je vais créer mon propre club de football. J'avais 10, 11 ans. Je vais créer mon club de football. Et c'est ce que j'ai fait, bien sûr en ignorant la loi, les assurances, l'association sportive, en ignorant tout ça. Et puis j'ai écrit un petit formulaire que j'ai été faire photocopier ensuite à l'extérieur de la maison. Et puis je l'ai distribué à quelques voisins, des enfants de mon âge, à mes frères aussi. Et puis j'ai reçu des formulaires remplis. Et on a commencé en fait mon club de football. Évidemment, le coach, c'était moi. Alors, qu'est-ce que j'avais à enseigner? Pas grand-chose, mais à cette époque-là, je me suis rendu compte que quand j'avais une idée, on me suivait déjà et on me faisait confiance. Je me rappelle qu'il y a une des mamans qui m'a remis le formulaire naturellement, comme si de rien n'était, quoi. C'était incroyable parce que j'avais 10, 11 ans. On me remet un formulaire d'inscription pour une équipe de football qui n'existe pas. Et puis ensuite, quand j'ai été chercher le formulaire d'un autre voisin, tout de suite, la mère me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et les questions de l'assurance et comment ça se passe? J'étais complètement noyé sous les questions et finalement, je suis parti. Je savais pas quoi dire, je suis parti en courant. Et puis arrive le jour de l'entraînement, un mercredi, je me souviens, et puis il y avait 6, 7 enfants qui étaient présents. J'ai fait ma séance d'entraînement. Et puis ensuite, à un moment de faire le match, on s'est dit, tiens, on va aller sur le grand terrain, le beau terrain qui était une véritable moquette. Et puis on va aller faire notre match sur le terrain. Et puis à ce moment-là, un responsable du club passe en voiture et il nous crie au loin qu'on doit sortir immédiatement de la pelouse. Et encore une fois, ça a été le premier et le dernier entraînement, cette fois-ci en tant que coach, alors que j'avais juste 11 ans. Et ensuite, j'ai dû quitter ce village parce que mes parents se sont séparés. Mhm. Je me suis retrouvé d'abord avec mon père pendant quelques années, puis ma mère. Et j'ai commencé vraiment à me sentir attiré par le fait d'entraîner, de connaître le football, mais pas forcément en tant que joueur, parce que j'étais réaliste déjà. Mhm. J'avais raté des années d'entraînement et lorsqu'on rate les bases, les gestes de base pendant l'enfance, c'est très difficile à rattraper. Alors, lorsque j'habitais à Roubaix avec ma mère, mon frère aîné m'a offert un jeu vidéo et à l'époque c'était Roger Lemaire, la sélection des champions sur la Mhm. première PlayStation. Et là j'ai passé des nuits blanches parce que je ne sais pas pourquoi ce jeu de manager, que ce soit celui-là ou un autre d'ailleurs, ça m'attire énormément. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Mais je voyais les pochettes de jeu, je voyais derrière les tactiques, je voyais les tableaux, tout ça, et ça m'attirait vraiment. Et pour mon anniversaire, mon frère m'a offert ce jeu et ça a changé ma vie complètement. Alors j'y ai passé des nuits blanches, j'ai commencé à comprendre certaines choses, le marché des transferts, le mercato, la communication avec les journalistes, et en plus, je me faisais énormément de films dans la tête pendant que je jouais, et surtout avant de dormir, où je répondais aux questions des journalistes, et ensuite je me mettais à la place des journalistes et je posais moi-même les questions. Alors, Excellent. certains appelleront ça peut-être la loi de l'attraction. Je l'ai Mhm. imaginé, je l'ai attiré vers moi. Alors ça dépend des croyances de chacun. Mais ensuite, après avoir passé, je dirais, 2, 3 ans à jouer tous les soirs et même à ne pas dormir, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'aille sur un terrain pour faire ça en vrai. J'ai envie de le faire en vrai. Donc, entre-temps, j'avais passé mon BEP vente, j'avais passé mon bac euh, sciences techniques tertiaires, action et communication commerciale. J'étais en fait destiné à travailler dans un supermarché et ça me plaisait pas du tout. Je me suis Mhm. dit, je peux pas faire ça. C'est un métier qui demande évidemment beaucoup de courage, mais qui est vraiment difficile à faire lorsqu'on a autre chose dans la tête, je dirais. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font ce travail, même pour ceux qui font d'autres, n'importe quel travail Mhm. d'ailleurs, à partir du moment où
où on fait son travail correctement avec une conscience professionnelle, mais je ne me voyais pas faire ça. J'ai essayé de le faire. D'ailleurs, ça m'a aidé à payer mon permis de conduire, mais je ne me voyais pas faire ça. Alors, ce que j'ai fait, j'ai voulu chercher un club de village. J'habitais donc à ce moment-là à Roubaix, dans le nord de la France, et j'ai cherché un club de village où je pourrais peut-être avoir ensuite la responsabilité d'une équipe Mhm. comme coach. Donc, je m'inscris, je prends une licence de joueur au club de Canfin en Pével, juste à côté de Lille, là où se trouve Ouais. d'ailleurs l'actuel centre d'entraînement du LOSC. Et puis, ça se passe très bien, je suis très bien accueilli, mais j'y vais pas seul. J'y vais avec mon jeune frère et puis mes deux cousins et puis un ami de l'école, du lycée. On y va ensemble et puis on commence à prendre nos marques dans le club. Il y a une très bonne humeur, on chante sous la douche, on invente des chants, c'est incroyable. On est à la buvette, bien sûr. Ça, c'est typique, hein, mais et ensuite, je me rends compte que lorsque je parle, encore une fois, on m'écoute, on me fait confiance et pourtant, je n'ai que 18 ans. Alors, lors d'une réunion, je demande est-ce que je peux venir à la réunion du conseil d'administration du club? Pas de souci, tu peux venir, tout ça. Et puis j'entends le président à cette époque-là qui dit une phrase qui, encore une fois, va changer ma vie. Il dit, bon, bah, on recherche des entraîneurs pour les catégories de jeunes. Bah, tout de suite, je lève la main, je dis, moi, Mm. je veux bien le faire. Il y avait deux équipes de poussins de libre. Malheureusement, bon, ils n'ont pas trouvé d'autres coachs, donc j'étais le seul bénévole et je me suis retrouvé avec 60 gamins. Waouh. C'était ma première expérience comme entraîneur sur le terrain. C'était horrible. C'était horrible. Donc j'essayais au maximum comment dire, d'occuper les enfants sur le terrain. Un coach pour 60, concrètement, c'est pas possible. Non. Ensuite, manque de matériel, manque de ballon, manque de compétences de ma part aussi, parce que c'était ma Mhm. première expérience et je suis arrivé vraiment, je me suis lancé dans le grand bain, je dirais sans brassard, sans bouée. Oui, puis Donc j'ai quand même, on mettra au défi tout entraîneur, même diplômé, de réussir à encadrer 60 gamins. Enfin voilà, faut être très honnête. Même si tu avais eu toutes les compétences, c'est pas évident. 60, c'est énorme. ouais, ouais, c'est énorme. Déjà, Ouais, même une trentaine, c'est ouais, incroyablement difficile. c'est clair. Donc là, 60 sans les compétences, sans... Mais je l'ai fait quand même. Je me déplaçais pour aller au match. Je donnais de mon argent pour payer un petit goûter de temps en temps aux enfants qui étaient convoqués pour le match, parce que pour 60, ça aurait été compliqué. Mm. Et après 6 mois, j'ai tout arrêté, comme ça, parce que déjà, il y avait que des défaites. On a juste fait un tournoi en salle où ça s'est plutôt bien passé. Les parents étaient surpris, mais il y a des parents qui venaient me voir, bon, mon fils va arrêter parce que les défaites le touchent beaucoup trop, tout ça. Et je sais pas, bon, il y avait certainement un manque de compétences de ma part. Mhm. Peut-être aussi le fait que les enfants n'étaient pas suffisamment entraînés ou bien pas suffisamment, enfin, pas régulièrement. Peut-être qu'ils n'avaient pas non plus les capacités. C'était un tout, je pense. Mm. Mais je dirais que ça m'a découragé. Cette première année, j'avais 18 ans. Pourtant, j'ai continué. En même temps, j'étais joueur à Canfin en Pével, dans l'équipe de senior C. Donc, ça illustre bien mon talent. Mais je participais aux entraînements. Je regardais ce que faisaient les coachs, qui étaient des coachs amateurs. Mais je regardais leur façon de parler aux autres. Je me disais, tiens, à sa place, j'aurais pas dit les choses comme ça. Je l'aurais dit de cette façon. Je regardais les consignes sur le tableau. En fait, je prenais vraiment très au sérieux. J'étais pas là comme n'importe qui était en train de passer du bon temps après une journée au lycée, après une journée au travail. Moi, j'étais en train d'observer parce que c'était pour moi la base de ma vie future, ce petit club de Canfin en Pével. Et puis arrive encore une fois une réunion du conseil d'administration du club, et puis le président qui dit bon bah pour l'équipe senior C, on a besoin d'un coach. Et je me propose, j'ai 19 ans, je me propose d'entraîner les seniors. On me dit oui, alors que la première année, j'ai quand même abandonné l'équipe en cours de route. Je dis oui. Et je deviens le coach de l'entraîneur senior de l'équipe de Canfin C. J'ai 19 ans, il y a juste un joueur qui est plus jeune que moi qui a 17 ans. Tout le reste sont des gens plus âgés que moi. Alors je pense à ma première causerie dans le vestiaire, je me dis comment est-ce que je vais parler à ces gens-là? Ils ont 20 ans, 30 ans, 40 ans pour certains, parce qu'on est quand même dans le foot amateur. Et puis là, je me remets dans les bouquins, je me mets à regarder des vidéos de causerie dans les vestiaires, je prépare ça de manière assez professionnelle, je dirais. Et puis je me présente à la causerie, et puis voilà, j'arrive à me faire écouter. Je ne sais pas si dans leur tête, les joueurs pouvaient se moquer de moi ou quelque chose comme ça, mais j'avais vraiment l'impression d'être écouté. Pourtant, on connaissait
mon talent limité sur le terrain, puisque la saison précédente, je l'avais montré tout simplement. J'ai été écouté, ça m'a vraiment surpris. Et puis là, ça s'est bien passé, on a gagné des matchs, en tournoi, on faisait bonne figure. Ça s'est vraiment bien passé, c'était une belle expérience. Et ça a été un déclic pour moi, je me suis dit, bon, j'ai envie de vivre de ça. Maintenant, il y a quelque chose, j'ai envie de vivre du football, peut-être pas comme entraîneur, mais je veux continuer à apprendre euh, et à comprendre les acteurs du football. Évidemment, les journalistes, je ne peux pas encore à cette époque-là les comprendre, puisque je ne les côtoie pas. Mais au moins, je commence à comprendre l'entraîneur, les problématiques auxquelles il doit faire face. Mhm. Je peux comprendre aussi les arbitres, le monde amateur, les autres joueurs. Et bien sûr aussi le fait que lorsqu'on est entraîneur sur le terrain, si on a 25 joueurs, c'est plus facile d'avoir 25 personnalités différentes pour pouvoir s'adapter aux joueurs plutôt que d'imposer la sienne. Bref, il y a une forme de flexibilité que j'ignorais à cette époque-là en jouant à mon petit jeu sur l'ordinateur et sur Et PlayStation. je me permets, il y a aussi une donne que j'ai lue dans un article qui a été écrit sur toi. Et il y a une personne qui a compté énormément dedans, enfin dans ce parcours-là, c'est aussi, si je me trompe pas, et tu dis si je me trompe, hein, mais je pense qu'il y a ta maman qui t'a incité à aller faire un métier passion, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas le cas de tous les parents, et tu parlais tout à l'heure du fait d'avoir fait un métier alimentaire, et il y a beaucoup de parents qui vont dire non, 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 va vers le métier alimentaire. A priori, là, ta maman, elle t'a poussé pour aller vers ce métier passion. Mais franchement, je sais pas d'où sort ma mère parce que elle est incroyable. Enfin, je pense que bon, moi, je suis papa maintenant. Mm, J'hésiterais mm, peut-être à donner le genre de conseil qu'elle a pu donner à certains moments. Mais en y réfléchissant bien, l'essentiel n'est peut-être pas la forme, mais plutôt le fond. mm. Et je pense que justement, quand j'arrive à la fin de cette expérience à Canfin et que je me dis j'ai envie d'en vivre, la première personne à qui j'ai envie d'en parler, c'est ma mère. Et la réponse de ma mère a été très brève sur le coup. Elle a dit frappe à toutes les portes. Elle dit tu veux être entraîneur? Frappe à toutes les portes. Elle dit fais-toi un CV, mets ce que tu as fait, tout ça, et puis cherche un club. Donc entre-temps, je m'étais inscrit au Krebs de Wattignies pour passer un brevet d'état d'éducateur sportif. Et j'ai ensuite fait un CV, je les ai envoyés dans le monde entier. Alors, dans le même temps, j'ai parlé à mes ex-beaux-parents et je me rappelle encore mon ex-belle-mère qui me dit non mais écoute, il faut être réaliste, Rudy, tu n'as jamais été professionnel, comment est-ce que tu veux vivre du football, que ce soit comme entraîneur ou autre chose? Il y a beaucoup de concurrence, t'imagines les anciens professionnels, tout ça. Et mon ex-beau-père, lui, était entraîneur au niveau amateur. Il me regardait avec des étoiles dans les yeux parce que j'aimais le football et qu'il n'avait pas eu la chance Mm. d'avoir un fils qui aimait le football. Donc, lui n'a pas dit grand-chose, mais il s'est contenté de m'écouter. Bon, en tout cas, de ce côté-là, c'était pas très favorable. Ma mère m'a soutenu, et je l'ai écouté. Et mon père, disons que j'ai toujours évité de donner le maximum de détails à mon père pour éviter déjà de faire trop de discussions, trop de. Euh, j'avais pas envie, je dirais, de d'entendre un autre discours que celui que j'avais envie d'entendre. Donc, j'étais déjà très têtu en fait à cette époque-là. Puis j'ai suivi le conseil de ma mère. Alors j'ai fait un CV un petit peu bidonné, ça je dois l'avouer. Mais il y a quand même la base, le fait que j'avais été entraîneur pendant 2 ans, que j'ai passé mon brevet d'état d'éducateur sportif, les petites expériences comme ça, je les ai mises dans le CV. Puis je l'ai envoyé à presque 200 clubs dans le monde entier. À cette époque-là, on était en 2010, j'avais 23 ans et puis j'étais prêt à aller n'importe où, quoi. Y a pas de souci. Je voulais montrer aussi à ma mère que je suivais ses conseils et que j'avais tout simplement envie de réussir pour avoir son soutien aussi lorsque j'en aurais besoin. Alors, j'ai envoyé, puis il y a un club au Luxembourg, le meilleur club du Luxembourg à cette époque-là, le FN Nantes Didling, en français Dudelange, qui me répond, c'est Marc Grosjean, un entraîneur belge, qui me dit, bah écoute, viens faire un tour au Luxembourg, on discutera de ça. Et moi, j'avais écrit clairement que j'étais prêt à être bénévole. À cette époque-là, on m'a quand même donné un petit frais pour compenser les dépenses et même Mhm. pour réussir quoi, à manger un petit peu de temps en temps, tout ça. Et puis cette première année, je pars au Luxembourg, cette première année où je passe ma licence d'entraîneur UEFA, elle se passe très très bien. Je me retrouve avec des gamins de 4 ans,
toupille, comme on dit là-bas. Mhm. Et puis ça se passe extrêmement bien. On écrase tous nos adversaires, même si dans le football des enfants, la victoire est secondaire. Avant tout, c'est d'abord apprendre, se confronter aux difficultés, et puis le résultat est secondaire, bien sûr. Je me rends compte que quand on gagne tous les matchs, ça y est, les parents commencent à vous voir comme Mourinho, comme Pep Guardiola. Il est incroyable, le petit jeune, le nouvel entraîneur, tout ça. Et du coup, Dudelange je me donne une deuxième équipe, des poussins, puis ensuite une troisième équipe. Et donc, j'augmente mes revenus. Et on fait un très très bon parcours en Coupe du Luxembourg dans cette catégorie. On finit champion du Luxembourg devant tous les autres clubs du pays, quoi. Donc champion national Bravo. de cette catégorie chez les Poussins. Et là, je me dis, bon, je travaille à l'usine. À cette Mhm. époque-là, j'ai pris un travail à l'usine parce que ce que je gagnais n'était pas suffisant pour vivre. Je travaille dans une usine de conditionnement de fromage, pour être précis. Mhm. Et puis je me dis, j'ai quand même envie de faire que du football parce que là, c'est fatigant. Je me lève à 2 heures du matin, je vais travailler ensuite jusqu'à midi. Ensuite, je prends l'entraînement à 14 heures, je rentre chez moi, il est 21h30, et puis il faut se relever à 2 heures du matin. Waouh. Je fais ça pendant 6 7 mois. Je me dis non, je veux faire que du football. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, je veux vivre uniquement du football. Je vais être entraîneur. Je veux que ce soit mon travail. Déjà, je me rappelle qu'à l'usine, euh, je me suis tout de suite bien intégré parce que les gens ont remarqué que j'étais là vraiment de manière détachée. Je faisais mon travail, mais je me détendais, j'écoutais de la musique, je parlais de football, je me suis fait copain avec plein de monde. Mais les gens savaient très bien que j'étais en même temps entraîneur à Dudelange et j'étais au Luxembourg. Alors quand je disais à un Luxembourgeois euh, que j'étais un entraîneur de football au FN Anse Tidling, il était impressionné. Il disait waouh, c'est quand même bien d'être dans le meilleur club luxembourgeois à cette époque-là. Et puis je démissionne. Je venais de signer un CDI avec le salaire confortable qu'on peut toucher au Luxembourg. Mhm. Donc c'est pour beaucoup de gens une espèce de finalité si on veut le CDI. Mhm. J'ai mon CDI, je fais un emprunt je peux faire un emprunt pour une voiture, pour une maison, et puis voilà, ma vie est lancée. Et je signe le CDI, ce que beaucoup de monde aimerait en tout cas, et je démissionne 3 semaines plus tard. Donc en fait, j'ai fait des Waouh. mois d'efforts en intérim Mhm. pour avoir le CDI. Quand je l'ai eu, j'ai démissionné. Et je me suis réveillé un beau matin, j'étais fatigué, tout simplement. J'ai appelé le chef d'atelier, j'ai dit, bon, euh, salut, je démissionne. Ah bon? Pourquoi? Bah, je dis, bah, j'ai plus envie de venir, j'arrête. Il me dit, bah, ok, bonne continuation à toi. Et donc, du coup, je me dis, voilà, maintenant, je suis entraîneur professionnel. Sauf que, il y a quelque chose que je n'avais pas prévu. C'est que, après cette très belle saison 2010-2011 réussie à Dudelange, je me fais remercier, je me fais licencier. Waouh. Alors, pas à cause des résultats, ça s'était Mhm. extrêmement bien passé, pas à cause des parents, ma relation avec eux était extraordinaire, mais il y a un nouveau directeur sportif qui est arrivé à cette époque-là, un luxembourgeois, et puis en arrivant, il a voulu s'entourer de gens qu'il connaissait surtout, et donc j'ai été licencié en même temps que 3 autres coachs. Mhm. Euh, mais c'était pas lié aux résultats. Et Ouais, là, ça vient poser un gros problème. C'est que il y a quelques semaines en arrière, je démissionne d'un travail stable, bien d'un sûr. salaire confortable. Et là, je perds mon salaire du foot. Et le problème, c'est que j'ai mon loyer à payer. Et je Mhm. venais de déménager justement avec ma fiancée de l'époque Mhm. dans un appartement plus grand et bien sûr plus cher. Un Mhm. loyer, à l'époque, je crois que c'était 700 ou 750 euros par mois et je me retrouve avec zéro. Donc, j'avais des petites économies, j'ai pu tenir un mois, 2 mois. Ensuite, il y a eu séparation, je me suis retrouvé tout seul dans cet appartement. Et là, je me suis dit, ça commence à être compliqué. Mhm. Entre-temps, j'arrive à trouver un nouveau club, Pétange, qu'on dit Pétange en luxembourgeois, Mhm. un club de première division également, qui me recrute comme entraîneur des moins de 17 ans, non, des moins de 15 ans et des moins de 17 ans. Donc on me donne deux équipes. Mais le temps, en fait, je dirais, de commencer à toucher un petit peu d'argent de ce club-là, qui avait quand même des moyens beaucoup plus faibles, et aussi le temps de trouver d'autres missions comme entraîneur, ça a été compliqué pour payer le loyer, pour payer les Ouais. factures. Mhm. Des dettes commencent à s'accumuler. Même la nourriture, on est quand même à cette époque-là en 2011, ouais, en 2011. Bon, j'avais quand même pas mal de dépenses. Mhm. Et un jour, au beau milieu de la nuit, je déménage. Donc, je fais venir
mon plus jeune frère. Je lui ai dit, il faut que tu m'aides à remplir la voiture, je pars. Et en fait, je suis parti comme ça, j'ai laissé la caution parce qu'il y avait un préavis de 3 mois, théoriquement. Oui. Et j'ai attendu le dernier moment pour déménager. Donc, avant, j'ai essayé de survivre en vendant la télé, en vendant le canapé, en vendant mes livres aussi, des bouquins d'entraîneurs. Waouh. J'ai vendu des maillots de foot aussi. Mm. Tout ce que j'avais, je commençais à vendre au fur et à mesure sur Internet pour essayer de tenir parce que à cette époque-là, je touchais que 300 euros par mois. J'avais un loyer de 750. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça sent pas bon. Ça sent Tu pas t'es bon. questionné sur tes Hum, choix à ce moment-là? Tu t'es dit, j'ai pas fait les bons choix et je vais revenir en arrière, ou tu as continué à te dire, je garde la foi? Je me suis énormément questionné sur mes choix. Ouais. Mais par contre, il était hors de question pour moi de revenir en arrière. Ok. Ça, c'est clair. Mm. Donc, déjà, pour plusieurs raisons. Ma mère m'a encouragé à le faire, m'a soutenu, elle m'a dit les bonnes paroles. Et puis d'un autre côté, j'avais pas du tout envie comment dire, de décevoir mon père, Mhm. parce que je suis celui dans la famille, et je dirais même le seul parmi ces 6 enfants qui a un parcours vraiment différent. Parce que les autres ont un travail, bon, ils ont fait un CAP, un BEP. Il y a, parmi mes frères aujourd'hui, bon, bah, il y en a qui sont chauffeurs routiers, il y en a d'autres qui travaillent à l'usine, mais je suis le seul en fait qui a dévié, je Mhm. dirais, du parcours qui était un petit peu destiné à tous, parce que pour mon père, les choses étaient très simples. Fais ce que enfin, fais ton travail, passe un diplôme. Si tu veux pas étudier, passe un CAP, passe un BEP, fais un travail, gagne de l'argent. Donc, il n'y avait pas forcément, je dirais, il y avait pas forcément de place pour l'ambition Mhm. dans son discours. Bon, mon père considère que il faut surtout rentrer de l'argent, subvenir aux besoins de sa famille, essayer de se faire plaisir de temps en temps, mais je dirais c'est un parcours très classique il nous a encouragé à faire, où il y a le minimum de risques. Voilà, j'ai fait exactement le contraire. J'ai Mhm. pris le parcours le plus risqué peut-être à ses yeux. Donc je pouvais pas revenir en arrière et dire bon bah voilà papa, je suis revenu à zéro, j'ai perdu 3 ans, 4 ans et puis je vais retourner travailler dans un supermarché. Non, je Mhm. pouvais pas, je pouvais pas. Donc j'ai continué et puis donc comme je le disais, durant la nuit, on a rempli la voiture et puis je suis parti comme un voleur de cet appartement en laissant plein de choses mais en laissant également la caution pour compenser un petit peu, je dirais, le mois de loyer que je n'allais pas passer dans cet appartement. Donc, je suis parti comme ça, puis j'ai plus jamais donné de nouvelles, j'en ai pas eu non plus, donc Mhm. ça s'est passé comme ça. Bon, ensuite, il a fallu aller quelque part, stocker les affaires. À cette époque-là, j'avais un ami qui était d'accord pour stocker les affaires qui me restaient, en tout cas les affaires que je n'avais pas vendues. Mhm. Et puis là, il a fallu dormir quelque part. Alors, entre-temps, j'ai réussi à trouver 2 autres missions comme entraîneur où on me payait une centaine d'euros par mois. Donc, c'était Mhm. vraiment pas grand-chose. J'ai pris une équipe à Bertrange, Bartreng en luxembourgeois, Mhm. des poussins. Et puis ensuite, j'ai pris une équipe à Arlon, dans le sud de la Belgique. Mhm. Pareil, des poussins. Et je me suis retrouvé avec 4 équipes, 4 matchs à jouer par week-end, une organisation millimétrée pour pas arriver en retard Ouais. parce qu'il y a des gens avec une équipe, ils ne s'en sortent pas avec les licences, avec les feuilles de match, avec les déplacements, les parents à convoquer, etc. Moi, j'en avais 4. Un match le samedi matin, un l'après-midi, un le dimanche matin, un le dimanche après-midi. Mais encore une fois, c'était pas suffisant pour avoir un nouveau logement. Il a fallu que je me trouve une solution pour dormir. Et au début, c'était dans la voiture. J'ai dormi dans la voiture et je me suis broyé le dos quoi Mhm. avec le siège. Je dormais à l'avant, c'était pas confortable du tout. J'ai essayé n'importe quelle position sur la banquette arrière pliée, sur le siège avant allongé. J'ai même essayé dans le coffre pour tout te dire. Mhm. Et j'ai remarqué qu'en me retournant, ça frottait mes genoux. J'avais hyper mal aux genoux. Wow. Mais pour moi, l'essentiel, c'est que le matin, je devais être présent pour accueillir les jeunes pour s'entraîner. En tout cas, quand c'était les vacances scolaires. Mhm. Et quand c'était l'école, bah, d'être là l'après-midi, je devais être présent en tenue pour refaire ma séance d'entraînement normalement. Pour moi, le plus important, c'était que je devais être présent et je devais paraître professionnel parce que je suis un coach professionnel. Même si l'argent n'est pas là, j'ai pas d'autres activités, c'est ça mon travail. Il fallait que je sois présent. Donc je l'ai fait. J'ai dormi dans la voiture et puis au bout d'un moment, l'hiver arrive et cet hiver-là au Luxembourg,
Nous sommes à fin 2011, l'hiver est terrible. Moins Mhm. 28 degrés, la neige. Et là, dans la voiture, je me dis, je peux pas rester, sinon je vais, je vais pas rester dans ce monde bien longtemps. Alors, je trouve une autre solution, je vais dormir dans les vestiaires du club. Il y a une douche chaude, ça c'est l'avantage. Et je vais dormir dans le vestiaire le soir, donc j'étale des maillots du club par terre. Je dors dessus, je me fais un petit oreiller. Et donc je dors à côté des bancs, où quelques heures plus tard, iront s'asseoir mes joueurs. Il y a quelqu'un du club qui est au Et courant de cette histoire où tu dors entre guillemets en cachette? je suis en cachette. Ouais. Personne n'est au courant et Ok. ça aurait été pour moi une honte Ouais. déjà incroyable Mhm. de dire que je suis là, je fais l'entraîneur professionnel, genre c'est mon travail, tout ça, mais j'ai pas de logement. Mhm. Je suis un sans domicile fixe, je suis pas sans abri, Mhm. puisque j'ai quand même un toit sur la tête, ce sont les vestiaires, mais je n'ai plus de domicile fixe. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que je devais absolument cacher pour ma crédibilité. Parce que moi, j'étais déjà dans une démarche de vivre grâce au football. D'abord en Mhm. tant qu'entraîneur pour bien comprendre le football. Et puis ensuite, plus tard, autre chose. Je me couche par terre, je dors. Et un jour, j'ai vraiment failli me faire prendre puisque l'un des intendants du club arrive, il est 6 heures du matin. D'habitude, je me réveille à 6h30. J'entends du bruit. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Je cache rapidement les maillots. Il vient, il entre dans le vestiaire et là, il me voit. Et puis je lui dis, ah salut Jeannot, comment ça va? Ouais, j'étais en train de tout vérifier parce que là on a un match tout à l'heure, je le baratine, pas possible quoi. Mhm. Et puis ensuite on va à la buvette tous les deux, il m'offre un petit coca et puis voilà, et puis on discute, c'est oublié. Mais là je me suis dit, je suis passé vraiment très près de me faire prendre. Il faut Ouais. que je trouve une autre solution. Et de l'autre côté du terrain, il y avait un local à matériel, c'est là où je rangeais les cônes, les ballons, tout ce dont on peut avoir besoin pour faire une séance d'entraînement. Il faisait toujours entre moins 28 et moins 30 à cette époque-là. J'ai dit, bon, bah, je vais aller là-bas. J'aurai pas le chauffage des vestiaires, mais au moins, je suis sûr de pas me faire prendre parce que personne, personne de sensé peut imaginer que quelqu'un dort là-dedans. Bien C'est sûr. juste une construction en parpaing, en bloc béton, sans aucune isolation. On peut pas imaginer ça. Encore moins le coach. Surtout que dans ce club-là, tout se passait extrêmement bien puisque pendant mes 2 ans, on a fini 4 fois champion, Wow. dans 2 fois dans deux catégories, obtenant à chaque fois 2 promotions, parce que c'était un club qui évoluait dans les divisions inférieures chez les jeunes, Mhm. et les résultats étaient incroyables. On a vraiment très bien réussi. Les parents étaient toujours présents. Il y avait beaucoup de fans également de l'équipe première qui venaient nous regarder. Et je pouvais pas le dire. Je pouvais pas. Peut-être que si j'en avais parlé, à cette époque-là, on m'aurait dit, bah écoute, on va faire le nécessaire ou bien on va t'aider pour trouver un logement. Si j'en avais parlé à mes parents, parce que tout ça, mes parents l'ignoraient totalement. Mhm. Ils l'ont su uniquement quand mon livre est sorti en 2022, l'année dernière. Mais je n'avais rien dit à personne. Personne n'était au courant. Je voulais continuer quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Et bon, là, les nuits sont devenues difficiles, terribles même, puisque déjà, il n'y avait pas de chauffage. Il fallait se réchauffer comme je pouvais. J'avais 4, 5, 6 maillots sur le dos pour essayer de me réchauffer. J'étais sous une couverture en essayant de souffler de l'air chaud pour me réchauffer, mais même sous la couverture, il y avait de la vapeur qui sortait lorsque je soufflais. Wow. Et j'ai continué comme ça. Donc la nuit, c'était l'enfer. Mhm. Pour manger, c'était l'enfer aussi parce que j'avais pas suffisamment d'argent. Parce qu'avec tous les déplacements, j'avais ma voiture quand même, mais avec tous les déplacements pour aller jouer 4 matchs par week-end, ça me Ouais. dépensait énormément de carburant. Et en gros, ce que je touchais comme frais, on peut pas appeler ça un salaire en tant qu'entraîneur, je le dépensais dans la voiture, je le dépensais dans l'assurance, puisque la voiture était au nom de ma mère, et l'assurance aussi. Donc, Mhm. pour ne pas, comment dire, pour ne pas Éveiller les soupçons. attirer Mhm. l'attention, éveiller les soupçons, bien sûr, j'ai continué à lui envoyer de l'argent pour payer l'assurance, quoi. Mais si j'avais eu l'idée de lui dire, maman, c'est pas possible pour moi, je n'y arrive pas, est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent ou papa? Ben, j'aurais Mhm. reçu tout de suite, ça c'est clair. Donc, disons que ce que j'ai vécu, c'est une douleur volontaire Ouais. parce que il y a des gens qui n'ont pas de choix. Ils n'ont pas Mhm. le choix, ils sont dans la rue, ils sont là pour le coup sans abri. Et c'est certainement un parcours bien plus catastrophique que le mien. Moi, j'avais le choix, mais j'étais prêt à payer le prix qu'il fallait pour réussir. Donc, je suis resté sans domicile fixe et j'ai continué à dormir pendant 2 ans.
dans ce local à matériel, sans jamais me faire prendre, et à redouter les nuits, puisque la journée, j'étais sur le terrain. C'était Mhm. difficile sur le terrain, c'était l'hiver. Nos orteils étaient gelés, les oreilles faisaient mal. Et je regardais ce local à matériel en disant, tiens, là-bas, c'est ma maison, et ce soir, je vais dormir là-dedans. Donc, pour la fierté, c'est pas le top, déjà. Ensuite, pour la crédibilité, si ça se sait, ça serait une catastrophe pour moi. Mhm. Mais ensuite, il y a d'autres problèmes qui arrivent. Il faut manger. Là, Ouais. à cette époque-là, j'ai pas le budget pour manger. Donc, j'arrive quand même à m'inscrire au Resto du Cœur. Et Mhm. puis à manger un petit peu ce qu'on me donne, surtout à gérer, sans frigidaire, sans rien, ce qu'on me donne, quoi. Donc, au fur et à mesure de la semaine, essayer de gérer. Bon, parfois, le repas, c'était un petit sachet de biscuits, tout simplement. Il fallait gérer au maximum pendant la semaine ce qu'on m'avait donné. Et déjà, je suis très, très reconnaissant envers les Restos du Cœur parce que grâce à eux, j'ai pu quand même survivre. Ensuite, il y a d'autres problèmes quand j'étais dans cette situation, c'est que j'avais peur. J'avais peur de l'avenir. Mhm. J'avais peur des conséquences de mes choix. J'avais peur pour ma santé aussi. Parce que parfois, je me sentais assez faible quand même. J'étais devenu très maigre aussi. Mhm. Et j'avais peur pour ma santé. J'avais peur de la vie des gens. J'avais peur des autres. J'avais peur du regard des autres. Au niveau, quand j'étais sur le terrain, en tout cas, je devais paraître. Alors, on dit toujours que, ça c'est, on aime bien le dire, mais je n'y crois pas en fait, que l'habit ne fait pas le moine. Je veux dire, en théorie, non. C'est pas parce que je suis habillé en moine que je suis un moine, mais Mhm. si je suis habillé en moine, j'ai peut-être une chance de rentrer dans le monastère. Donc, enfin, j'ai la chance peut-être de rentrer dans là où ils vont prier ou quoi que ce soit, de me faire passer pour un moine. Donc, je me suis habillé en coach. J'étais un coach et j'étais un coach professionnel sans problème, avec une belle situation. Ça, c'était l'image que les gens avaient de moi. Comment est-ce que j'ai fait pour ensuite trouver les moyens de m'habiller? Parce que on sait très bien comment ça se passe dans un club de foot. Il faut avoir les belles chaussures de Mhm. football, il faut avoir un beau survêtement d'entraînement. Tout ça, les clubs ne m'en avaient pas donné. Alors, j'ai utilisé l'ordinateur du club dans le bureau et puis j'ai commencé à faire un dossier pour trouver des sponsors. Et puis, il y a une enseigne en France, donc de l'autre côté de la frontière, qui est convaincue par mon discours parce que je leur avais dit, écoutez, moi j'ai 4 équipes, je vois plus de 200 enfants et parents par week-end. Si vous mettez votre enseigne dans mon dos, ça peut faire de la pub. Et en fait, comme ça, j'ai réussi à avoir quatre survêtements complets, donc veste, pantalon, et puis 4 paires de chaussures, vraiment les derniers modèles. En Mhm. fait, à cette époque-là, je me rappelle le directeur, il s'appelait Jérôme Mèche, il me dit, bah écoute, tu peux aller dans le magasin et puis tu prends ce que tu as envie de prendre. Et là, je me suis senti, je me suis senti super riche, quoi. Je me suis Ouais. senti, c'était incroyable parce que la nuit précédente, je passe quand même ma nuit par terre dans un truc en béton sans isolation, à avoir froid. Et puis la journée arrive et je vais dans le magasin et je commence à choisir mes survêtements, à choisir mes chaussures, à choisir mes chaussettes. C'était vraiment un contraste incroyable entre la nuit et le jour, là. Et puis, du coup, le club fait floquer mes initiales sur le devant, fait floquer ses coordonnées derrière dans mon dos. Et puis, je suis arrivé à l'entraînement avec des tenues professionnelles. En plus de ça, j'étais le coach de 4 équipes dans 3 clubs différents. J'avais mon propre sponsor dans mon dos. Alors là, les gens ont commencé à me prendre au sérieux de manière incroyable. Ils se sont dit, ah ouais, quand même, le gars, il est vraiment entraîneur professionnel. Il a même ses propres sponsors, quoi. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai réussi à, à m'habiller, à avancer aussi, parce que je considérais que c'était une façon d'avancer aussi, d'améliorer mon image auprès des autres et surtout de garder mon travail. Les résultats étaient bons, mais aussi de convaincre et de faire partie d'un projet, d'améliorer mon CV. Et comme je le disais, mes résultats au Luxembourg ont été incroyables, vraiment, Mhm. vraiment. Que ce soit dans mon premier club à Dudelange, avec les tout petits, avec les poussins ensuite. La victoire en Coupe du Luxembourg, un trophée national, que ce soit ensuite avec les moins de 15, les moins de 17, et ensuite j'ai même eu les moins de 19, que ce soit en Coupe ou bien en championnat avec deux montées enfin deux promotions et 4 titres de champion. Non, ça s'est incroyablement bien passé. Et à ce moment-là, au moment où je commençais à m'en sortir un petit peu, je me dis que j'ai envie de viser plus loin.
Donc je termine ma 3e année au Luxembourg, j'ai envie de viser plus loin, j'ai envie de viser autre chose. Et je réécoute le conseil de ma mère, frappe à toutes les portes. Je refais un CV et j'envoie à, là, cette fois-ci, une centaine de clubs peut-être. Et puis, il y a un club qui me répond en première division professionnelle au Mexique. Alors, c'était Wow. inespéré pour moi. Il y a d'autres clubs qui m'ont répondu, forcément, Mhm. mais j'ai pris la meilleure opportunité. Et du coup, j'ai commencé à préparer mon départ vers le Mexique. J'ai emprunté de l'argent pour le billet d'avion. Mhm. Et par contre, j'avais eu cette offre 6 mois avant de partir, donc j'ai eu 6 mois pour me préparer. Il y avait un problème quand même, c'est que je parlais pas espagnol. Et au Mexique, il vaut mieux quand même parler espagnol. Alors là, j'ai trouvé un petit studio où j'ai pu habiter pendant ces 6 mois. Un petit studio, vraiment, c'était pas beau. Il y avait des mouches mortes partout quand je suis rentré. C'était un truc Wow. à 200 euros en face d'une ligne de chemin de fer. Mhm. Et puis la dame a accepté de me louer son logement. On était vraiment à la limite de l'insalubrité, mais Oui. c'était un toit pour moi. Mhm. Elle a accepté de me louer sans que personne se porte caution, sans même que je donne de l'argent à l'avance, tout ça. Et je me suis dit, bon, c'est quand même une occasion d'avoir une adresse pour les 6 derniers mois. Donc j'ai habité, c'était en Lorraine, à Longuillon pour être précis. Et là, j'étais comme un prince dans son château, quoi. C'était mon château. J'ai commencé à l'améliorer un petit peu, à le nettoyer, à peindre, à rendre le truc assez agréable pour moi, en tout cas. Mhm. Et puis, là, je me suis dit, bon, dans 6 mois, je serai au Mexique. Donc, je vais commencer à me faire des amis, pourquoi pas, à distance, pour histoire d'arriver, de ne pas être seul. Et surtout, il faut que je parle espagnol. Et le problème, c'est que je crois, ouais, quand j'ai passé mon bac, en espagnol, j'ai eu 6/20. Ok. J'étais vraiment nul. Ouais. Avant l'épreuve, j'ai appris des chansons par cœur de Juanes pour essayer d'avoir du vocabulaire. Mais j'étais tellement nul, ça m'intéressait pas, tout simplement. Et en 6 mois, bah, j'ai parlé l'espagnol couramment. J'ai téléchargé une méthode sur Internet. Je faisais 10 leçons par jour. Ils prétendaient Wow. qu'en faisant les 100 leçons, on pouvait devenir bilingue. En fait, et j'ai fait en tout 1000 leçons pour mais c'était plusieurs heures par jour. Et puis ensuite, quand j'ai fait l'entretien vidéo avec le responsable du club de Puebla au Mexique, j'ai pu converser avec lui. Puis je suis parti au Mexique en rendant le petit studio, mais en n'ayant pas la certitude d'être recruté par le club. Je n'avais Ok. aucune certitude parce qu'il restait un entretien en face à face. Mhm. Je savais pas si j'allais être pris, pas pris. Donc, encore une fois, je me serais retrouvé SDF au Mexique si je n'avais pas été pris jusqu'à ce que je trouve une solution. Mm. Donc je suis parti sans argent. Concrètement, je suis encore une fois parti à l'aventure. J'ai emprunté de l'argent pour le billet d'avion, mais je suis parti sans rien pratiquement. Quoi, j'avais peut-être une centaine d'euros pour essayer de tenir une semaine ou deux pour manger, mais j'avais pas de plan B. Je suis parti comme ça. Et puis entretien avec Robert Harrington. C'était un Anglais. Enfin, il est toujours anglais, mais je veux dire, il était à cette époque-là le directeur sportif de l'école de football de Puebla, Mhm. rattaché au Puebla FC en première division professionnelle. Et puis, on fait l'entretien ensemble en espagnol, parce que mon niveau d'anglais était encore pire, hein. On le fait en espagnol, et il est convaincu. Et puis, je suis recruté comme coach dans cette école de football. Et là, je commence même à apprendre le haut niveau, en tant qu'entraîneur toujours. J'apprends le Mhm. haut niveau, des méthodes d'entraînement qu'il nous enseigne. Moi, j'avais un diplôme UFA, mais quand même, ce qu'il nous apprenait, c'était pratique, c'était des conseils incroyables. Et lui, il a quand même été responsable hein, pendant un moment d'équipe de jeunes au sein du club de Liverpool en Angleterre. Ah oui. Donc, j'avais tout à apprendre de lui. C'était pour moi une grande chance de le côtoyer. Et puis, j'ai appris énormément. Et lorsqu'il y avait les entraînements, j'étais au milieu des autres coachs mexicains, mais on n'entendait que moi sur le terrain. Ma voix commençait à porter, je commençais à vraiment m'intégrer en espagnol, en faisant quelques petites erreurs. Euh, Par exemple, il y en a une qui m'a toujours marqué parce que pour faire un petit geste technique d'échauffement, on disait planta empeine, qui signifie en fait de toucher le ballon avec la semaine, puis ensuite avec le coup du pied, là où il y a les lacets. Mhm. Et quand j'entendais les autres coachs disaient planta empeine,
Moi, j'entendais planta pene. Sauf que en traduisant, ça veut dire enfin, le dessous du pied et ensuite toucher le ballon avec le dessous du pied et ensuite le toucher avec le pénis. Alors, Pe- Peiné, peiné, c'est pénis, empeiner, c'est le coup du pied. Et je sais pas pourquoi, je vois les enfants qui rigolent, tout ça. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je rigole avec eux. Je dis, c'est quoi le problème? Il dit, c'est parce que tu as dit planta pene. Et en fait, j'ai, j'ai appris le vocabulaire du football, on va dire, sur le terrain en espagnol. Mais tout plein de petites anecdotes comme ça qui sont assez incroyables. Mais je me rappelle encore le gamin, son sourire, c'était incroyable. Et du coup, bon, moi, je suis pas du genre à être gêné, hein. Du coup, j'ai pas été gêné du tout. Je me suis marré avec eux. Et puis, ensuite, on a continué. De temps en temps, les enfants pour rire disaient planta pene. Et puis, voilà, c'était de la bonne humeur. Et j'ai été super bien accueilli. Arrive Noël, ensuite, les parents qui m'offrent tous des cadeaux, Wow. notamment des choses typiquement mexicaines, hein, parce que Mhm. je venais d'arriver, j'étais dans un nouveau pays, nouvelle culture, nouvelle bouffe, tout ça. Et, et donc, les gens étaient plutôt intéressés à m'intégrer et voyaient de toute façon que j'avais envie de m'intégrer. Et ça, c'est important de toute façon, lorsqu'on arrive dans un pays, de ne pas vouloir rester systématiquement soi-même, mais aussi d'essayer de comprendre les autres, leur façon de manger, leur culture, leur langue, leurs habitudes, leur vocabulaire particulier, parce que Mhm. l'espagnol au Mexique n'est pas l'espagnol en République dominicaine ou en Espagne. Donc, les gens voyaient en moi un Mexicain d'adoption carrément. Et encore une fois, bah, on a été champion de la Ligue de Puebla cette année-là. Et arrive un mail. Je reçois un mail et c'est un Haïtien qui me contacte. Il me dit, bon, bah voilà, j'ai vu tes vidéos sur YouTube. À l'époque, je filmais mes entraînements, je faisais des Ouais. petits montages Mhm. très basiques. Et un jour, je ne sais pas d'où vient l'idée, mais un jour, je me dis, tiens, je vais mettre mon adresse email à la fin. Et en fait, ce coach-là, à cette époque-là, il s'appelle Rudy Azor. Il avait un tournoi à faire à Barcelone avec une équipe de jeunes Haïtiens. Et puis, il cherchait des entraînements sur YouTube. Et puis, il voit, et à la fin, mon adresse email, et puis il me dit, ah, écoute, j'ai une école de football dans la ville de Carrefour, dans le département de l'Ouest, en Haïti. Est-ce que ça te dirait de venir et de former pendant une dizaine de jours les coachs en partageant avec eux ton expérience, tes compétences. Donc, je dis, ouais, pourquoi pas, mais par contre, il faut me payer le billet d'avion, de quoi manger, et puis aussi dormir, quoi. Bien sûr. Je demandais même, j'y suis allé de façon de manière bénévole. J'ai pas demandé de salaire ou quoi que ce soit Mhm. parce que pour moi, j'allais voyager une fois de plus grâce au football. Je viens de nulle part, j'avais pas de talent. Et c'est incroyable que je suis en première division mexicaine et puis là, une école de foot dans un autre pays, francophone pour le coup, me contacte pour dire, bon, bah, on aimerait bien que tu viennes nous aider à former les coachs pendant 10 jours. Alors, je parle avec mon club de Puebla au Mexique, est-ce que je peux y aller, tout ça? Oui, pas de souci, tu peux y aller, une belle expérience. J'en profite pour recevoir quelques conseils. Et puis, me voilà dans l'avion pour aller vers le Panama pour une escale et ensuite Haïti. Et dans l'avion, je me pose, je mets ma tête en arrière. Et là, je me dis, waouh, j'ai quand même une chance de fou, quoi. Je me fais payer un voyage, je vais aller en Haïti et je vais découvrir. Et puis surtout, je suis formateur apparemment maintenant. Donc, je prépare un séminaire de formation incroyable, d'un niveau vraiment, d'un très très bon niveau, hein. Et ça va me jouer des tours d'ailleurs, ça. Donc, j'arrive en Haïti, je suis accueilli de manière incroyable. Les gens sont très, très chaleureux avec moi. Et puis, je commence à apprendre quelques mots. Arrive le jour du séminaire où je dois quitter l'hôtel et puis marcher pour aller prendre un tap-tap. C'est un espèce Mhm. de pick-up, Ouais. un transport en commun, mais c'est un pick-up avec des bancs à l'arrière. On s'assied et puis on roule, quoi. Au moment où je dois marcher pour aller prendre le tap-tap avec le responsable de l'école de football là-bas, je vois une course, un mec en train de courir qui va dans la rue vers la droite, et puis un autre qui le suit avec une arme à la main en train de lui tirer dessus. Je Wow. vois ça. Bon, mes premières heures dans la rue en Haïti, je me dis, mais où est-ce que je suis tombé là? Est-ce que je vais ressortir vivant? Ouais. Et puis finalement, j'arrive sur le terrain, là je vois, il fait hyper chaud. Là, c'est vraiment difficile pour le coup à supporter parce que encore plus chaud qu'au Mexique avec un terrain synthétique et des petites billes de caoutchouc qu'il faut Ouais. remonter la chaleur en plus. Donc, c'est vraiment difficile, mais sur le terrain, ça se passe bien. La formation que je donne au coach, elle se passe assez bien aussi. Je commence à apprendre quelques mots de créole haïtien, par exemple, comment on dit bonjour, qui j'en y est, bonjour, comment vas-tu, etc. Je commence à apprendre tout ça.
Parce que je suis dans un nouveau pays et je me dis, bon, bah voilà, c'est quand même une opportunité d'apprendre des gens. Et je suis venu donner, mais je viens prendre aussi en termes de partage, de connaissances, pourquoi pas, de façon de voir les choses également. Et il y en a un pendant la formation qui me pose une question qui m'a marqué. Il me dit, oui, mais coach, je comprends bien tout ce que vous me dites là. Les exercices que vous nous proposez, ils sont extraordinaires. Et j'aime beaucoup. Il dit, j'ai appris plus en quelques jours que durant toute ma vie dans les formations qu'on m'a données ici. Mais il dit, comment est-ce qu'on fait pour appliquer tout ça quand on n'a pas d'argent et qu'on n'a pas de matériel? C'est ce qu'il me dit. Et là, du coup, je me dis, ah, c'est vrai, fait un bon séminaire de formation, j'ai préparé des bonnes leçons, tout ça, il n'y a pas de problème, mais elles ne sont pas adaptées à la réalité du pays et des gens qui vivent dans ce pays. Et ce qui fera ensuite que je ferai des séminaires bien plus adaptés aux besoins lorsque je retournerai ensuite en Haïti, parce que se terminent les 10 jours. Je retourne au Mexique pour terminer mon contrat avec le club de Puebla. Et puis ensuite, je m'envole. Je m'envole pour Haïti parce que j'ai envie d'y faire carrière et surtout, un club de première division m'a contacté pour devenir coach. Donc, à cette époque-là, j'ai 26 ans. J'ai 26 ans et 7 mois et je signe un contrat avec un club de première division professionnelle en Haïti. Donc, dans la zone Amérique du Nord, inclus Caraïbes, je suis le plus jeune entraîneur professionnel à cette époque-là. 26 ans et 7 mois. Et je suis entraîneur professionnel donc d'une équipe. Je joue des matchs de première division. Et en fait, à la base, je devais signer un club qui s'appelle le Valencia de Leogan pour jouer la Ligue des Champions. Je devais jouer la Ligue des Champions de la zone CONCACAF parce que chaque confédération a sa Ligue des Champions. Hein. Donc, je devais jouer la Ligue des Champions de la zone CONCACAF et rencontrer des grands clubs mexicains comme, je sais pas, les Pumas, Cruz Azul, América, tout ça. Et puis, au dernier moment, en fait, il y a eu un conflit avec la Fédération haïtienne de football et ce club n'a pas participé au championnat national et du coup, j'ai pas pu signer avec eux et j'ai pas pu jouer la Ligue des Champions. Ça, c'était un regret. Mais un autre club arrive derrière et me dit, bon, bah voilà, est-ce que t'es intéressé pour entraîner notre équipe, tout ça? Je donne un projet, tout ça. Ils sont plutôt impressionnés de la maturité dont je fais preuve à 26 ans et 7 mois. Et donc, je deviens le plus jeune entraîneur d'Amérique du Nord en première division. Et là, ça se passe pas de manière, ça se passe pas bien, ça se passe pas bien. Les résultats déjà sont pas là. Je veux dire que mon discours passe, ma relation avec les joueurs, elle est quasi fusionnelle, mais les résultats ne sont pas là pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme il y avait plus d'argent, la majorité des joueurs qui avaient des compétences sont partis ailleurs, notamment en République dominicaine. Donc j'ai fait une équipe avec des jeunes de 15-16 ans. J'avais même à un moment donné en première division quand même une charnière centrale de 15 et 16 ans et des latéraux de 17 ans. Et avec ces jeunes-là, étant donné que cette année il n'y avait pas de relégation, j'ai mis le maximum de jeunes joueurs, et puis j'ai fait des rotations pour essayer vraiment de planter quelques graines pour ce club. On finit dernier du classement. On arrive quand même à avoir la première victoire du club depuis 2 ans. Ils n'avaient pas gagné depuis 2 ans quand même. On a quelques matchs nuls. Il y a beaucoup de moqueries sur nos résultats parce que les gens en général ne connaissaient pas les circonstances de ce club-là. Et ce qui se passait en dedans, c'était catastrophique. Par exemple, les joueurs venaient à l'entraînement et moi, la première fois que j'ai parlé avec eux, je leur dis, mais vous vous rendez compte, vous êtes dernier du classement. Imaginez la chance que vous avez d'être footballeur professionnel. Parce que c'est un championnat professionnel, ils sont footballeurs professionnels, ils ont un contrat. Sauf qu'à cette époque-là, on avait oublié de me dire qu'ils n'avaient pas été payés depuis 8 mois. Par exemple, ça, je l'ignorais totalement. Et donc, du coup, ils venaient à l'entraînement et on leur donnait 100 gourdes, qui correspondaient à l'époque à 2 euros, pour rentrer chez eux. Alors, le lendemain, je vois, il y a des joueurs qui ne viennent pas à l'entraînement. Je les appelle. Je commence à gueuler carrément. Je dis, mais tu te crois où? Il y a entraînement aujourd'hui, t'es pas présent. Il dit, tu t'es supposé être titulaire ce week-end en championnat national et t'es pas présent. Tu te fous de ma gueule. Et il me dit, oui, mais coach, écoutez, j'ai pas pu venir, j'avais pas d'argent. Je dis, comment ça, t'as pas d'argent? Mais je dis, l'administrateur, il t'a donné 100 gourdes pour rentrer chez toi, tu utilises 50 gourdes pour repartir et tu utilises 50 gourdes pour revenir. Il dit, oui, je sais, coach, mais j'avais pas mangé depuis la veille et du coup, je les ai dépensés pour manger. Et là, il m'a scié en deux.
Ouais. Qu'est-ce Ouais. que je pouvais répondre à ça? Qu'est-ce que je pouvais répondre à ça? Donc, il n'y avait pas d'argent. Au fur et à mesure, les joueurs qui étaient payés ont commencé à déserter le club pour essayer d'obtenir quelque chose. Moi, avec mon salaire, qu'est-ce que je faisais? Je faisais acheter des mangues, je faisais acheter du pain et ce qu'on appelle là-bas du mamba. En français, Mhm. ça serait du beurre de cacahuète. Et puis le matin, en arrivant à l'entraînement, même si c'est pas bon de manger tout de suite avant l'entraînement, ils n'avaient pas mangé depuis la veille. Ouais. Donc je dépensais mon salaire pour leur donner une espèce de collation, si on veut, de Mhm. petits trucs à manger histoire de tenir, parce que, comme on dit en créole, sac vide, pas campé, ça veut dire que si tu as rien dans le ventre, tu peux pas tenir debout. Ouais. Alors, euh, en termes de résultats, du coup, ça se passe mal, mais je dirais il y a des circonstances atténuantes. Il y a une raison, et ça c'était important pour moi de le dire. Ça m'a quand même énormément appris sur le fait que déjà, sans argent, il n'y a pas de football, Mhm. et aussi le fait que je dois pas non plus écouter les gens et leur faire confiance de manière aveugle, parce que on m'avait promis un salaire qui était par rapport à ce que je touchais au Mexique bien plus Ouais. intéressant. Mais bon, c'était même pas un SMIC français, c'était vraiment minime, même si j'étais en première division. Sauf que j'ai été payé le premier mois en quasi-totalité. Le deuxième mois, j'ai été payé la moitié. Le troisième mois, il n'y avait plus rien. Wow. Alors, je me Mhm. suis retrouvé enfermé dans une situation où j'avais une chambre chez le président du club. Il Mhm. me nourrissait. Mais j'ai dépensé mes économies. Je n'avais plus d'argent pour Ouais. repartir en France. Si je voulais repartir en France, par exemple, je n'avais plus d'argent pour voyager. Et je n'étais plus payé. Et au bout d'un moment, quand on a voulu me repayer, bon, bah, j'ai repris l'argent. Premier mois, j'ai été payé la moitié. Deuxième mois, on a voulu me repayer la moitié. Là, j'ai dit non. J'ai dit non, je prendrai pas l'argent. Je l'ai dit pendant la réunion du conseil d'administration Mhm. du club. J'ai dit je prendrai pas mon salaire. Je dis mes joueurs sont pas payés et prenez l'argent et essayez d'offrir un petit quelque chose, un repas ou quelque chose aux joueurs. Alors il y a plusieurs membres qui disent ah non 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 c'est pas possible, tu peux pas faire ça, il faut que tu prennes ton argent, tu l'as mérité. Moi j'étais pas content des résultats déjà, Mhm. mais celui qui me disait tu peux pas faire ça, tu as mérité ton argent, c'est pas lui qui payait le salaire, c'était le président qui payait de son argent personnel. Ouais. Donc, on va dire qu'avec l'argent des autres, c'était plus facile de dire, bah non, Mhm. prends ton argent. Donc, non, moi, j'ai dit à cette époque-là, je vais pas prendre mon salaire, je vais me débrouiller, donner aux joueurs. Est-ce que ça a été donné, on va dire, en partie? Oui. Les joueurs ont reçu quand même un petit quelque chose, mais bon, c'était loin d'être suffisant pour vivre, hein. Et puis, arrive à la fin de la saison, et là, je leur dis, écoutez, moi, je veux bien rester, mais il me faut tel joueur, tel joueur, tel joueur. J'avais listé 3 joueurs. Ils m'ont dit, bah, écoute, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens, bah, j'arrête tout. J'ai démissionné et je suis resté en Haïti. Parce qu'entre-temps, il s'est passé quelque chose d'important qui va vraiment faire basculer ma carrière d'entraîneur vers journaliste sportif. Mhm. Quand j'ai signé avec ce club, on me fait la promesse que si j'accepte un salaire faible, lorsque ce sera le mondial 2014, on me trouvera un poste de consultant dans une chaîne de télé haïtienne. Alors là, ça fait tilt dans ma tête. J'accepte le salaire faible. Je me dis, ça va être une expérience de fou quand même. Je vais être à la télé. Et, euh, et du coup, avant le mondial 2014, on me fait venir et puis voilà, tu as une émission, on va te poser des questions sur le tirage au sort de la Coupe du Monde 2014. Pas de problème. J'arrive, je suis comme un gamin devant la caméra. Je sais même pas si je dois regarder en haut, en bas, à droite, à gauche. Je sais rien du tout. Et on me lance comme ça dans le grand bain. Voilà, hop, action, on tourne. Alors, cette vidéo-là, en plus, elle est toujours sur YouTube. La chaîne l'a laissée. Ma toute première télé. Alors, je suis tout crispé, comme ça, tout droit. Je sais pas où regarder. En plus, le présentateur, il m'aide pas parce qu'il me regarde pas. Il me met pas à l'aise du tout, tu vois. Et du coup, cette émission, elle est intéressante avec, enfin, dans ce que je dis, puisque il y a pas mal de choses qui se sont avérées exactes ensuite après la Coupe du Monde 2014. Mais visuellement parlant, c'était moche. C'était très, très moche. Et puis finalement, bah, on trouve un accord pour que je commente la Coupe du Monde. On me donne une somme d'argent assez intéressante. C'était en dollars américains, c'était 4 500 dollars américains, qui correspondait à presque 4 000 € ou un peu plus. Mhm. Non, non, presque 4 000 €. Non, je dirais entre 3 900 et 4 100 selon le taux de l'époque, ça Ouais. je ne l'ai plus, hein. Mais bref, jamais dans ma vie, j'avais gagné autant d'argent grâce au football, d'une façon ou d'une autre. Ouais. Jamais. Mes Ouais. salaires n'ont jamais dépassé 300, 400 €. C'était vraiment minime. Là, c'était pour moi jackpot, quoi. Les 3 7 qui sont alignés, la thune qui tombe. Et là, franchement, ça a commencé à devenir intéressant. Pour moi, j'ai pu m'acheter une moto.
parce que le, le, le président du club à l'époque m'avait repris la voiture, il m'avait prêté une voiture, mais comme il en avait deux, il y avait un accident avec la première. Il a donc repris celle qu'il m'a prêtée. Je me suis retrouvé sans moyen de transport. Je me suis dit, je suis l'entraîneur de ce club et je peux pas aller en transport en commun à l'entraînement. Ça se fait pas. Les Ouais. gens commencent à connaître ma tête. Mhm. Alors le soir, je suis à la télé, je réponds aux questions des journalistes comme entraîneur, et puis le lendemain, je me retrouve dans les transports en commun. C'était pas bon. Ouais. Alors du coup, j'ai acheté une moto. Mon frère est venu me rendre visite en Haïti pendant 3 semaines. Il m'a appris à conduire cette moto. Et puis ensuite, j'ai roulé. Et un jour, j'avais pas d'autre choix que d'y aller. Je suis resté en première. J'ai roulé dans la rue. Je savais pas passer les vitesses et surtout, j'ai angoissé qu'une voiture s'arrête dans une pente parce que j'aurais jamais pu redémarrer. Ouais. Et puis au fur et à mesure, j'ai pris l'habitude et j'ai commencé à aller à l'entraînement en moto. Et puis ça s'est fait comme ça ensuite pendant les 7 années qui ont suivi. J'ai roulé en moto sans permis. Et du coup, là, je suis en France, tu vois, je peux pas conduire de moto, pourtant je sais le faire, mais j'ai pas le permis. Bonne précision. Alors, ouais, et je vais pas prendre le risque en France, hein. Non, 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 non. Et donc, du coup, je me retrouve à la télé pour le mondial 2014. On commente les 64 matchs. Même lorsqu'il y a deux matchs en même temps, on commente le match en direct et on fait le deuxième match en différé. Wow. J'analyse les matchs. Le pays adore mes analyses. Du nord au sud, tout partout, les gens me connaissent et surtout ils commencent à m'assimiler à certaines phrases que j'ai l'habitude de dire ou bien quand je cite des sponsors, tout ça. Ils commencent à m'assimiler à ça et puis arrive la fin du mondial, ça s'est passé de manière incroyable. Les gens me reconnaissent dans la rue quand je me fais arrêter avec ma moto sans permis. La police me dit bah vous avez votre permis. Je retire mon casque, je monte ma tête. Ah bah c'est bon, vous pouvez aller. J'ai pas besoin de sortir quel que soit le papier. Ma tête, c'est ma carte d'identité là. Il y a pas de problème. Il y a aucun souci. Et du coup ensuite à la fin du mondial 2014, là je me dis j'ai envie de faire ça. C'est ça. Je vais rester entraîneur, mais d'une autre façon. Mais je veux être dans les médias maintenant. Et du coup, je vais au bureau voir le directeur de la chaîne. Il est intéressé pour me garder. Et puis il me dit, bah, combien est-ce que tu demandes par mois? Et moi, je lui dis une somme qui est bien moins que ce que j'ai touché pour la Coupe du Monde, mais une Bien somme qui me sûr. paraît correcte. Mhm. Et là, il me dit à ce moment-là, bah, écoute, ce que tu demandes là, c'est quand on prend toute l'équipe sportive en compte, on paye tout le monde moins que ce que tu demandes toi. Wow. Ah, je dis, ah bon? Et je savais pas en fait que les salaires à cette époque-là dans cette chaîne étaient ridicules. Mhm. Ridicules. Et, et du coup, on n'a pas trouvé d'accord. Ils ne m'ont pas rappelé. Peut-être qu'ils ont été vexés par le fait que je demande Ouais. cet argent. Pourtant, c'était pas exagéré, franchement. Mhm. Mais je me retrouve du coup sans médias. Et à ce moment-là, j'ouvre une école de football pour m'occuper, toujours en Haïti. Je demande de l'argent à prêter. Et puis, je reviens en France, j'achète 150 ballons, je les mets dans des valises dégonflées, empilées les uns dans les autres, Wow. et du matériel. Je ramène tout ça de la France avec donc 3 valises. Et c'était de l'argent que j'avais emprunté, que je devais rembourser, que bien Mhm. sûr j'ai remboursé. Et j'ouvre mon école de football, je fais des petits flyers, tout ça, et puis on les distribue dans la rue. Et on a plus de 300 enfants qui viennent. Et l'entraînement était gratuit pour ceux qui n'avaient pas les moyens, et pour ceux qui avaient un petit peu plus de moyens, ils devaient payer 25 gourdes, ce qui est quelques centimes d'euros en fait par Ouais. entraînement. Et Mhm. comme ça, avec cet argent, moi, je pouvais payer les coachs pour leur déplacement et pour qu'ils puissent acheter un truc à manger. Ouais. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. Et ça a fonctionné très très bien. Et ensuite, du coup, on m'appelle sur une chaîne pour en parler. Et puis, je vois que le courant passe bien avec les deux présentateurs. C'était Windsor Gillot et Grégory Bleuciel. D'ailleurs, Mhm. Grégory Bleuciel qui sera une rencontre marquante dans ma vie également. Et puis ensuite, il me recontacte quelques jours plus tard. Il me dit, écoute, j'aimerais bien vraiment que tu fasses partie du staff de l'émission. Donc comme analyste, quoi, on va parler du football européen, du Barça, du Real, de United, de City, du même championnat de France si tu veux. Mais j'aimerais bien que tu sois là à temps plein. Alors je vais voir le directeur de Storm TV, donc c'était Storm TV, la chaîne 2. Je parle avec lui, et puis il me propose un salaire vraiment bas. C'était 15 000 gourdes. Et j'accepte. J'accepte parce que j'avais envie de retourner à la télé. Et puis finalement, bah, je commence à faire ça donc la semaine, du Mhm. lundi au vendredi, une émission à 9 heures du soir, l'heure idéale, une émission vraiment qui marque les gens en Haïti, ça les marque encore, ils se souviennent très bien de cette émission qui s'appelait Fanatique. Euh, et puis non, ça se passe super bien.
une cote de popularité plutôt intéressante. Les gens sont vraiment sympas avec moi. Et puis le week-end, je fais tourner ma petite école de football avec mes 300 gamins, mon équipe de coach. Je les forme au fur et à mesure, tout ça. Et puis le truc d'école, quoi. Et, donc là, j'ai 2 carrières, si on veut, médias, puis sur le terrain. Mais je n'étais plus entraîneur, j'étais devenu directeur technique. Mhm. Puisqu'entre-temps, j'avais passé le diplôme de directeur technique au Mexique. J'ai oublié de le dire, mais bon, comme ça, au moins, c'est dit. Et puis, voilà. Ensuite, je passe 2 ans à Storm. Et puis, arrive le coup de téléphone qui a été incroyable pour moi, c'est Canal+. Canal+ m'appelle. Il dit, bah écoute, j'ai parlé, c'était mon collègue Grégory Bleuciel qui m'appelle à cette époque-là. Il dit, j'ai parlé avec les responsables de Canal+ qui sont en Haïti, qui ont acheté les droits du championnat. Et ils aimeraient que ce soit toi qui viennes commenter les matchs avec moi. Alors là, je fais le mec, ah c'est cool, tout ça, bah ok, on va voir ça. Et puis, voilà, je raccroche. Et là, je commence à sauter comme un gamin dans le lit. Écoute, même ma conjointe à l'époque me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'es devenu fou et tout. Je commence vraiment à crier, à me casser la voix, à sauter dans tous les sens. Mais c'est énorme pour moi. C'est énorme pour moi. Canal+, qui a besoin de mes services, qui m'appelle. Alors que quand j'étais petit, Canal+, ça représentait les matchs de Ligue 1 et Bien sûr. mes parents n'avaient pas les moyens de payer l'abonnement. J'allais chez les voisins pour regarder les matchs. C'était ça pour moi, Canal+. C'était incroyable, quoi, vraiment. Et, et du coup, on me dit, bon, bah écoute, il va falloir faire un essai. Est-ce que tu es d'accord pour faire un match d'essai? Oui, d'accord. Ok, tu dois te procurer un costume bleu marine avec une cravate et chemise blanche. Bon, un petit peu les codes couleurs de la chaîne à l'époque. Et puis, je dis, ouais, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de problème. Quand on me le dit, il n'y a pas de problème. Par contre, ensuite, quand j'ai fini de parler avec le gars, on se met d'accord sur un prix, tout ça. Je me dis, comment est-ce que je vais faire pour m'acheter un costume tout neuf, sachant que je gagne 15 000 gourdes par mois, qui correspondait peut-être à l'époque à 100, 150 euros, peut-être 200 maximum. Comment est-ce que je vais faire? Si je m'achète un costume, on mange pas. Ouais. Donc, je parle avec ma conjointe, je dis, écoute, bon, bah là, il y a une opportunité. Qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, écoute, achète-toi le costume, fais-le tailler sur mesure, et pour la bouffe, on se débrouillera bien. Alors, du coup, j'achète mon costume, je fais le test, ça se passe très bien avec Canal+, en direct, tout ça, et puis voilà, je me retrouve en fait la semaine travailler pour Storm TV, le samedi travailler pour Canal+, et le dimanche, bah, je faisais mon école de football. Wow. Et les matchs avec Canal s'enchaînent. L'objectif de Canal à cette époque-là, c'était de développer son offre dans la zone Caraïbe, donc y compris même en Guadeloupe, en utilisant le championnat national de football. On devait le mettre en valeur parce que concrètement, le championnat était en train de tomber. L'objectif, c'était de vendre le championnat le mieux possible. Et moi, j'étais un étranger et certainement l'un des rares ou seul étranger du pays à connaître le championnat national parce que j'ai entraîné dans le championnat national. Donc les joueurs en face, je les connaissais. Donc j'avais une certaine légitimité d'être présent à l'antenne de Canal+. Et on a fait ça, donc les commentaires, on a commencé à voyager, ensuite aller un petit peu partout pour commenter des matchs. Et un jour, mon collègue Grégory me dit, écoute, on va faire quelque chose, je vais commenter la première mi-temps, et toi, tu vas commenter la deuxième. Et je dis, commenter, ah ouais, quand même. Parce que moi, d'habitude, j'étais habitué à dire, ah oui, oui, c'est vrai, il a fait un très bon tir. Par exemple, après que le commentateur ait fait son play-by-play, il me dit, oui, Rudy, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dis, oui, c'est vrai, le tir était pas mal, tout ça. Voilà, donc j'apportais des considérations tactiques. T'es en consultant, en fait, quelque part. Un consultant, voilà. J'étais consultant. Et puis il me dit, bah écoute, ça te dirait d'essayer en deuxième mi-temps de commenter. Là, moi j'aime bien de toute façon les choses, et puis je commente, et là c'est la révélation pour moi. Mais c'est cool de faire ça. En plus de ça, on voit que que je mets de la vie, tout ça, dans les matchs, je mets une certaine animation, les mots sortent tout seuls. Et commenter un match de championnat haïtien, c'est extrêmement difficile parce que souvent, on te donne pas de feuille de match, on te donne pas de composition d'équipe, et après le coup d'envoi, on te donne une liste de joueurs avec les numéros. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois attendre que les joueurs se retournent sur le terrain pour voir le numéro dans leur dos et noter sur ma petite feuille le dispositif. Parce que en Haïti, c'est comme ça, les coachs te donnent pas le dispositif et te donnent pas l'équipe parce que ils ont peur que tu vas le donner à l'adversaire. Ok. Voilà. C'est vraiment, c'est un autre monde. Et il fallait commenter des matchs dans ces conditions, et c'était des matchs
hyper difficile à commenter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, commenter un match pour moi, c'est facile comme tout, quoi, Oui. parce que j'ai toutes les infos. Mais je veux dire, j'ai été formé dans le dur, hein. Et puis, de plus en plus, j'ai commencé à commenter des matchs, puis tout seul, puis arrive le jour de la finale du championnat national. 2 ans auparavant, j'étais entraîneur dans ce Mhm. championnat, et là, je me retrouve à commenter la finale moi en tant que présentateur, et puis comme mon collègue était malade avec un autre journaliste, quoi, c'est moi qui lui posais les questions et c'est moi qui commentais le match et qui lui demandais ensuite les considérations tactiques. Ok. Et, ça s'est hyper bien passé, vraiment. C'était incroyable. Et entre-temps, je quitte la chaîne Storm TV pour rejoindre Télémétropole. Mhm. Et donc, du coup, maintenant, la semaine, je vais travailler à Télémétropole et le week-end, Canal+. En tout cas, samedi, Canal+, dimanche, mon école de football. Et puis, donc, je faisais du 7 jours sur 7, ça, c'est clair. Ouais. Et puis, j'arrive à Télémétropole. Et là, je peux dire que je suis devenu présentateur parce que on m'a confié une émission où je devais retracer la carrière de grands sportifs. Euh, Au début, c'était pas brillant. Et je me suis amélioré sur le tas. Et j'ai pris beaucoup de conseils autour de moi. Je regardais les gens, je regardais des émissions en France. Je parlais beaucoup avec mon collègue Grégory, qui me donnait des conseils sur la posture, sur la voix, sur Mhm. les silences. C'est important de mettre des Ouais. silences aussi dans une émission. Et ça s'est encore une fois très bien passé. Même si quand je regarde mes premières émissions maintenant, c'était catastrophique. Enfin, pour moi, comparé à ce que je fais maintenant. Bien sûr. Mais, mais j'ai appris sur le tas. Et j'ai travaillé à Métropole donc à partir de 2016 jusqu'à présent, nous sommes en 2023, Mhm. et je travaille pour Métropole maintenant à distance. Mais c'était la chaîne haïtienne qui me faisait rêver parce qu'elle avait une certaine image, un certain standing qui me plaisait énormément. C'était incroyable, quoi. J'aimais cette chaîne tout simplement. Et en même temps, j'étais à Canal+. Et puis voilà, et puis les années passent, je progresse, je m'améliore. Et je passe aussi des diplômes de journalisme à l'Institut francophone de journalisme à Delma, donc en Haïti. Je suis formé par des Haïtiens. Et ensuite, journaliste sportif à l'ISNAC, où je deviens ensuite professeur à l'ISNAC, où j'enseigne en fait le football aux futurs journalistes sportifs, mais en tant que tacticien. Donc je D'accord. leur apprends vraiment une façon poussée d'analyser le football, tout en étant commentateur. Donc ils connaissent forcément ma tête puisqu'ils regardent mes émissions le soir et Bien puis la sûr. journée, je suis en cours avec eux, en tout cas le matin, et l'après-midi je suis à Métropole, et le week-end je suis à Canal, et le dimanche je suis à mon école de foot. Bref, ça a été comme ça pendant des années. J'avais pas un jour de repos, mais j'avais pas l'impression de travailler. C'était que du bonheur, que du C'était de la plaisir. passion. Voilà. Et entre-temps, j'ouvre une deuxième école de foot au lycée français d'Haïti, à Delma. J'ouvre Mhm. une troisième école de foot dans la ville de Carrefour, là où tout a commencé pour moi en Haïti, dans la ville de Carrefour. Et puis pareil, on a plus de 300 enfants qui viennent. C'était avec le collège Catherine Flon. Et puis un jour, malheureusement, arrivent les troubles sociopolitiques dans le pays. Et puis la tension qui augmente, l'insécurité aussi. Entre-temps, j'ai eu le temps de faire 2 garçons aussi là-bas. Et je commence à me poser des questions. Et je me dis, bon, on commence à être en danger là. Sortir, ça commence à devenir compliqué pour moi. Mhm. Je m'habille de la tête aux pieds, je mets des gants pour pas qu'on voit forcément que je suis clair de peau. Parce que ça peut être assimilé à quelqu'un qui a de l'argent. Non seulement Ok. je travaille à la Ouais. télé, Ouais. je suis clair de peau, donc aux yeux de certaines personnes, je suis millionnaire. Ouais. Ouais. Ce qui est loin d'être le cas. Mais il y a des gens qui ne savent pas, et puis je deviens une cible, pas pour les gens qui me regardent et qui m'apprécient, mais pour les bandits. Oui. Les gangs, les gangs dans le pays commencent à gagner du terrain. Ils commencent à bloquer le pays, à empêcher la circulation et donc à empêcher le travail et à empêcher le salaire. Et bon, je me retrouve dans une situation où c'est simple maintenant, c'est soit on crève à nouveau de faim alors que j'ai 2 gosses, soit je retourne en France. Et puis en 2020, avec toute cette expérience acquise, ces compétences, tout ça, je retourne en France avec mes enfants et puis je les scolarise parce que l'école était fermée aussi depuis un moment. Ouais. Et puis voilà, on reprend la vie en France. Et là, je me retrouve à nouveau dans mon pays. Donc des années plus tard, j'ai quitté la France en 2013 pour le Mexique. Je reviens en Mhm. 2020. Et, euh, et là, je me dis, bon, bah voilà, maintenant j'ai une expérience. J'ai pas de diplôme de journaliste, en tout cas pas de diplôme français. Ouais. Je suis pas connu. Je suis pas connu. Euh, En termes de compétences, qu'est-ce que je vaux par rapport à un Français? Bah, peut-être moins.
en termes d'expérience, peut-être plus. Mhm. Donc, il va falloir que je trouve quelque chose à faire. Je continue à travailler à distance avec Métropole, bien sûr, Mhm. mais il va falloir que je trouve quelque chose où je vais pouvoir prouver mes compétences et surtout apporter quelque chose de différent. Et c'est là, en fait, où je trouve un poste de commentateur chez Flash Score. Flash Mhm. Score, c'est l'application de match en direct la plus téléchargée au monde. Ils ont plus de 100 millions de téléchargements. Il me semble, j'ai pas les chiffres en tête exacts, mais je veux dire, en termes de score en direct, Flash Score, c'est l'application que tout le monde a sur son téléphone, tous ceux qui font des paris sportifs, D'accord. tous ceux qui veulent suivre des matchs en direct, ou bien Flash Score, c'est vraiment l'application référence là-dessus. J'envoie ma candidature et puis le responsable, le manager de la branche française me dit, bah écoute, ton CV est intéressant, ton expérience aussi, est-ce que tu peux nous envoyer une petite démo Mhm. d'une minute, comme si tu commentais un match en direct. Et là, je commente un match. Je fais un truc de fou, je prends même un risque. Parce que je dis à un moment, bon, bah voilà, Rudy Guzman qui a le ballon, il écarte sur le côté droit, le centre et la tête au deuxième poteau, Charles Moukouri, c'est l'ouverture du score. Et là, avec beaucoup de rythme, et j'utilise mon nom, c'est moi qui centre, et la tête, c'est le manager, Charles qui fait la tête. Je me suis dit, il faut que je me démarque. Et je dis, je vais Mhm. y aller au culot, je m'en fous. Bah, si je suis pris, tant mieux, et je vais pouvoir Ouais. me montrer mes capacités. Si je suis pas pris, si ça lui plaît pas, ou s'il trouve que je suis trop ouvert ou trop culotté, ou je sais pas quoi, bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Et puis là, bah, franchement, il est content. Il me recrute, et puis il me donne le premier mois 15 matchs à commenter. Personne n'a eu plus ce Wow. mois-là. Donc moi je viens d'arriver, je fais un match, il me dit ouais non, il dit c'est très bon, il dit il y a beaucoup de gens qui vous écoutent. Je dis ah c'est cool tout ça. Après arrive la finale de la Super Coupe d'Europe en 2022, c'est Mhm. Real Madrid contre Francfort et là je me retrouve vraiment avec une grosse audience. C'est pas seulement en France, c'est dans tous les pays francophones. Bien Tous sûr. ceux qui n'ont pas de, tous ceux qui n'ont pas de courant pour regarder le match, ceux qui n'ont pas de télé, ceux qui sont au travail, ils peuvent ouvrir l'application Flashcore, écouter mes commentaires et je fais un match, mais vraiment en termes de rythme, de cette façon à transmettre la passion, les émotions, le suspense, je fais un gros match. Et le lendemain, le manager me contacte, il me dit, écoute, on a reçu un message de responsable de l'UEFA. Ils nous ont félicité pour tes commentaires. Tu as été Wow. très écouté. Et ils nous ont félicité vraiment. Et puis c'est là où ça a commencé à se lancer en tant que commentateur. Parce que j'ai un profil, enfin moi je considère avoir un profil unique, c'est grâce à Haïti. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu m'as demandé un Mhm. lieu, j'ai dit Haïti. Parce que je suis un entraîneur de football à la base, mais j'avais surtout envie et besoin de comprendre le football de l'intérieur. Et j'ai un profil, à mon sens en tout cas, même si plein d'autres commentateurs ont d'immenses qualités, mais mon profil à moi en France, je l'estime comme quasiment unique pour une raison bien particulière. C'est que je commente pas les matchs comme la majorité des gens les commentent. Je mets énormément de rythme. Il y a presque pas de silence Mhm. déjà, et il y a une façon parfois de parler en chantant si on veut. Mais il y a vraiment c'est quoi te dire, mais il y a du soleil dans mes commentaires, tu vois. Ok. Il y a de la Caraïbe, il y a d'Haïti, tu vois. Et la façon de commenter en Haïti, elle est, il y a pas de blanc, quoi, tu vois, parce que comme les gens n'entendent pas le son du public en général, tu peux pas laisser de blanc. Donc c'est Ouais. tac, 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 ça va très vite. Et à cette façon de commenter, j'ai ajouté mon expérience et aussi ma capacité à situer le ballon sur le terrain Mhm. pour que les gens se fassent une véritable image du match. Mais ça s'arrête pas, tu vois, il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup de passion, je vis carrément le match, et surtout je travaille mes matchs 2 à 3 jours à l'avance pour pouvoir connaître même les joueurs des petites équipes et Ouais. pouvoir expliquer bien aux gens. Et cette façon de commenter là, elle m'a permis en fait déjà de faire mon trou au sein de Flashscore et puis surtout d'avoir la confiance. Bon voilà, par exemple, la finale de la Coupe du Monde des clubs, ce sera pour moi. Même si j'ai fait la Coupe du Monde en Haïti, là, cette Coupe du Monde 2022, je l'ai commentée en Mhm. Haïti à la télé, donc j'étais moins présent sur Flashscore. Ils ont Ouais. très bien compris, ils ont été super avec moi. Mais je pense que en peu de temps, j'ai fait mon trou parce que mon profil est différent. Quand je commente les matchs, en Mhm. tout cas, il y a quelque chose qui vient d'ailleurs et ça se sent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je suis reconnaissant à vie d'Haïti et des Haïtiens, surtout ceux que j'ai pu croiser, qui m'ont donné des conseils, tout ça, parce que je trouve que ma façon de commenter aujourd'hui, déjà, elle me plaît.
Elle peut ne pas plaire à tout le monde, et ça, de toute façon, personne ne peut plaire à tout le monde. Même Dieu fait pas l'unanimité, c'est pas Rudy Guzman qui va faire l'unanimité, on est d'accord, hein, mais en tout cas, ça me plaît, et je pense que ça plaît à du monde aussi. Alors ensuite, je postule, je me dis, tiens, il me faut quand même un petit peu plus de travail en France, et je postule dans une radio portugaise francophone, qui s'appelle la French Radio, pour présenter le Flash Info le matin. Et là, c'est une nouvelle expérience pour moi. J'ai jamais présenté de Flash Info, et la radio, mon expérience à la radio, elle est limitée en tant qu'invité. Et puis, pareil, je me renseigne au maximum, je regarde mes cours que j'ai vus à l'époque, je regarde pas mal de Flash Info, tout ça, et puis je me fais recruter pour une pige de 2 mois entre juillet et août 2022. Et puis à la fin, les dirigeants me demandent tout simplement de rester, quoi. On veut que tu restes, et puis autant de temps que tu veux. Ils me disent, le plus longtemps où tu restes, ce sera le mieux pour nous. Et donc je suis resté, j'y suis encore tous les matins. Je fais le Flash Info sur cette radio portugaise. Et on va dire que je suis plus au courant peut-être des informations qui se passent au Portugal qu'en France, bien que j'ai une très très faible connaissance, en tout cas sur le terrain de ce pays. Mais voilà, en fait, c'est une nouvelle expérience qui vient un petit peu augmenter mon vécu, mes compétences aussi. Mais bon, dans ce parcours, tu vois, il y a toujours beaucoup de... Majoritairement, je vais dire que j'ai appris sur le tas. Ouais. J'ai appris bien sûr dans les formations que j'ai suivies, dans mon diplôme, ma licence UFA, dans mon diplôme de directeur technique au Mexique, j'ai appris bien sûr. J'ai appris à l'IFJ et à l'ISNAC en Haïti dans les cours sur le journalisme. Mais c'est à chaque fois sur le tas, c'est des erreurs qui ont été repérées puis corrigées. Parce que à la base, quand tu regardes mon parcours, je sors d'un BEP vente. J'avais des capacités, je le savais, mais j'étais pas un gros travailleur à l'école. J'étais pas parfait non plus en français. Même si j'avais cette capacité à savoir improviser, à trouver des bonnes petites tournures de phrases, tout ça, tu vois. Mais j'ai un langage, comment, j'ai pas un langage de poète, quoi. Je suis pas un grand auteur. J'ai pas fait j'ai pas fait un bac L, j'ai pas fait des études de littérature. Mais je me suis démerdé en fait avec mes armes. Et puis ensuite j'ai écrit un livre pour expliquer aux gens ce parcours, où je pars d'un point où je suis SDF, Ouais. et où j'en arrive à commenter pour un grand média comme Canal+. Et pareil, en fait, un jour je me lève, j'écoute beaucoup mon instinct. Un jour je me lève, puis j'ai une idée qui m'obsède. Tu devrais écrire un livre pour expliquer. Le titre, il est plutôt percutant. Tu devrais le faire. Et puis, je sais pas pourquoi je devais le faire, mais je l'ai fait. Et puis, finalement, ça m'a ouvert quelques portes. Ça a permis aussi aux gens de me trouver. Bien sûr. En France, bien sûr, parce que en Haïti, dans la Caraïbe, je suis connu, mais ici en France, je suis inconnu, quoi. Et ça a permis, en fait, d'être une espèce de vitrine pour moi, même si elle n'est pas toujours une bonne vitrine, parce qu'il y a des gens qui ont des a priori. Ah, un SDF, il était dans la rue, tout ça, c'est peut-être pas bon pour telle ou telle personne ou tel média. Donc j'ai eu des refus bien polis, on me disait pas directement, t'as été SDF, c'est pas bon pour notre image, mais j'avais l'impression de le comprendre. J'avais l'impression de comprendre ça. Mais après, moi, je l'assume totalement. Je suis fier de mon parcours. Je suis fier d'avoir souffert pour atteindre mon objectif, à savoir vivre grâce au football. C'est le cas aujourd'hui et depuis des années. Et puis mes garçons de 5 et 6 ans, et puis mon petit de 2 mois, ils vivent tous les jours, ils mangent tous les jours. C'est grâce au football. Donc ça, c'est ma plus grande fierté. Ah, bravo. Et moi, j'ai envie de dire, alors tu fais partie des podcasts où moi j'ai été spectateur. Tu as un débit, enfin voilà, je t'ai laissé parler, ça me plaît énormément. Mais justement, ça me permet de prendre certaines choses, et j'ai envie de te poser une question et de te dire que
moi, à la différence de ce que tu viens de dire sur les gens qui te repoussent un petit peu, moi, tout ce que j'ai entendu, c'est quelqu'un qui a presque construit un puzzle. C'est-à-dire qui a pris chaque pièce, qui n'était pas toujours les bonnes pièces, etc., qui les a mises. Et le petit jeune qui regardait les copains jouer au foot, mais qui analysait a priori déjà, puisqu'il était en recul, le fait que tu été faire un autre sport que celui qui, au fond, te passionnait, bah, t'a permis d'avoir un peu de recul et de voir autre chose. Ensuite, derrière, le fait de savoir ce que c'est que travailler à l'usine, le fait de savoir ce que c'est que de pas manger, de souffrir, etc. Et puis au fur et à mesure, tout ça, et quand tu me dis, dans mes commentaires, il y a beaucoup d'Haïti, et je remercie beaucoup Haïti, je le comprends, mais j'ai presque envie de dire, je pense que ce qui fait la différence dans tes commentaires aujourd'hui, c'est ton parcours de vie, tout simplement parce que j'ai la sensation quand j'écoute le parcours, que tes commentaires, en fait, c'est le bonheur d'être là. Donc forcément que quand tu dis il y a du soleil, bien sûr qu'il y a du soleil d'Haïti, mais je pense qu'il y a du soleil aussi de... Putain, je sais ce que c'est que d'être à l'usine, je sais ce que c'est que de dormir dehors par -28, et en plus tu as eu une fierté qui est assez rare, et d'être prêt à souffrir pour dire je veux aller au bout et je veux montrer que, et tu as raison malheureusement parce que la vie aujourd'hui fait que les gens mettent des étiquettes, donc tout ça, moi j'ai envie de te poser la question parce qu'en plus en ayant écrit un livre, je pense que tu as pris ce recul, mais qu'est-ce que t'en retires quand tu regardes le gamin et ce parcours là qui est petit, qui a 10 ans, crée un club tout seul dans son coin, etc. Enfin bref, il y a un parcours énorme. C'est pour ça que j'ai pas eu envie de te couper et que cet épisode il va durer longtemps, mais c'est pas grave, il y a un vrai truc quoi. J'ai vraiment envie d'avoir ton feedback là-dessus, comment tu le vois toi aujourd'hui avec ce recul. Déjà, je suis content. Franchement, je Mm. suis content. Je veux pas non plus, si j'avais à refaire, à reprendre les décisions, refaire des choix, franchement, je referais les mêmes erreurs. Mhm. Et je serais têtu de la même façon. Je dis pas que mon parcours ou ma carrière, rien n'est parfait. Et je sais que Mhm. de toute façon, je peux encore m'améliorer. J'ai que 35 ans. Je vais encore m'améliorer. Je vais vraiment m'améliorer encore. Je travaille de toute façon tous les jours. Je suis un acharné de travail. Je suis très performant la nuit d'ailleurs, donc je me couche très tard. Et je me lève tôt pour le Flash Info au Portugal. Mais, euh, mais non, écoute, franchement, même si on me proposerait, proposerait cette vie ou bien vivre une autre vie, même en étant, je sais pas, millionnaire ou quoi que ce soit, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que j'ai accepté parfois de pas gagner d'argent pour apprendre. Donc Mhm. l'argent, on en a tous besoin pour vivre, ça c'est clair. Mais je pense que avant de courir après l'argent, il faut courir après ce qu'on aime et faire quelque chose qui vraiment va nous mettre dans un état de bonheur. Parce que, c'est une citation célèbre, mais le meilleur métier du monde, c'est celui où tu as l'impression de ne pas travailler. Oui. Et moi, je compte pas mes heures. En fait, tu vois, le soir, par exemple, je suis assis dans mon studio et puis je prépare une web émission, un flash info de football qui s'appelle Flash Foot, Mhm. que je publie sur ma page personnelle sur Facebook. Elle a plus de 100 000 abonnés. Mhm. Non, elle a presque 100 000 abonnés, mais en moyenne de vues par jour, je fais plus de 100 000 vues par jour avec Flash Foot Wow. dans le monde entier. Et c'est un truc qui a commencé en août 2022 seulement. Donc, je présente les nouvelles, je fais ça, ça me plaît. Je suis pas monétisé parce que j'utilise des images qui ne sont pas Mhm. ma propriété, donc je peux pas être monétisé, mais je m'en fous. Parce que je le fais parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent et qui aiment. Je publie un truc, il y a 6 000 likes, il y a 10 000 likes. Et moi, c'est de la passion. Donc là maintenant, si je vois que l'argent, j'arrête de faire ça. Ouais. Je suis pas payé. Mhm. Mais je le fais parce que dans ma tête, j'ai cette intuition que ça va me servir à quelque chose. Ça Bien sert aux sûr. gens parce que les gens aiment bien. Mais je sens que je dois le faire, donc je le fais. Mais tu sais, franchement, moi, je suis content de vivre cette vie. Je suis content d'avoir vécu ces expériences et d'avoir subi ce que j'ai subi aussi, notamment les moqueries, les insultes. Mhm. Quand tu dis je veux vivre du football, mais les gens ils se foutent de toi, c'est incroyable quoi. Il y a Van Damme qui avait fait une vidéo qui m'avait marqué aussi. Tu sais, dans la vie, tout le monde te dira que c'est impossible, que c'est trop dur, que c'est pas faisable. Ça, ce sont les bruits du monde. Mais Mhm. je sais pas si tu connais cette vidéo de Van Damme. Ouais, Il dit ça, ouais. ce sont les bruits du monde, mais il faut se reconcentrer et écouter le silence de l'âme. Et
il y a un côté en fait philosophique de Van Damme, même si lui aussi il a été énormément moqué, mais on se rend compte qu'avec le temps il y a certaines choses qui étaient bel et bien vraies. Et Oui, en fait hélas, ouais. moi ouais et en fait tu vois comment dire non moi j'ai appris énormément de choses. Je vais continuer à apprendre parce que j'apprends tous les jours et à transmettre aussi quand je peux transmettre parce que de temps en temps je suis invité dans des conférences, des trucs comme ça. Il y a des médias qui s'intéressent aussi à mon histoire, que ce soit La Voix du Nord, que ce soit France 3 et d'autres médias à venir aussi. J'étais contacté. Mais pour moi, c'est une immense fierté. Et celui qui a envie me juger parce que j'ai connu ça, parce que j'étais SDF, parce que je l'assume, bon, il a le droit, mais je me concentre surtout sur ce que j'ai en tête, sur mes objectifs, tu vois. Donc non, moi j'en retire énormément de choses. Pour moi, c'est la vie rêvée. J'ai peut-être pas tout l'argent enfin, j'ai des rêves. Je veux dire, tout le monde a toujours envie de plus. Bien sûr. Mais même si ça devait s'arrêter aujourd'hui, je suis hyper content, tu vois. Et on verra ce que l'avenir me réserve encore. Mais non, je veux pas échanger ma vie contre n'importe quelle autre vie. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Eh ben écoute, Rudy, vraiment, merci déjà de ne pas avoir lâché, puisque c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais au moment où on devait enregistrer, tu étais à Haïti et tu as dû partir Oui. de manière précipitée parce que tu n'étais pas en sécurité à ce moment-là. Donc on a continué à garder le contact et je viens de passer un samedi matin ressourçant. Voilà, les gens ne savent pas à quel point le podcast m'aide aussi parce que quand j'écoute ce genre d'histoire, comme je l'ai dit, moi les intérieurs sport, ça me touche émotionnellement et autres, et je suis un passionné de sport. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses que j'ai apprises là ce matin, que j'ai vécues, j'ai voilà, du parallèle de certaines choses dont tu as parlé. Donc vraiment, sincèrement, un grand merci. Enfin, ton histoire, elle est merveilleuse. Et donc, j'invite tout le monde et je mettrai la référence, enfin, le moyen de commander ou d'acheter ton livre sur les notes du podcast. Hein, j'ai vu que dans toutes les librairies, il était dispo, donc Cultura, Fnac, etc. Je mettrai les liens. Et puis, j'invite les gens, parce que j'ai été faire un tour sur ta page perso aussi, d'aller voir tes chroniques que tu mets sur la page, parce que, effectivement, on sent cette énergie, on sent cette envie et cette volonté de partager. Tu as parlé de passion, elle se ressent. Donc vraiment, merci pour tout, merci pour cet épisode. Écoute, merci à toi Frédéric, c'était un immense plaisir pour moi, j'ai passé un bon moment, même si c'est moi qui ai le plus parlé, mais merci en tout cas parce que je sens chez toi un véritable intérêt. Aussi, je voulais te féliciter pour tes podcasts parce que tu as aussi cette capacité de mettre les gens, déjà de les mettre en valeur, mais de les mettre en confiance aussi. Et je trouve que c'est très bien ce que tu fais, que ce soit la préparation avant, parce que c'est beaucoup de préparation, ça les gens ne le savent peut-être pas. C'est beaucoup de préparation avant et après aussi pour offrir un produit fini intéressant. Donc franchement, je te félicite aussi pour ton travail, c'est passionnant. Et puis, je ne me lasse pas d'écouter tes podcasts et je continuerai. Merci beaucoup, merci, ça me touche énormément. Et puis on se dit écoute, à très bientôt, hein. On se perd pas de vue puisque à mon avis il y aura d'autres partages après sur l'avenir, sur la suite de ce que tu vas faire dans ta carrière. C'est bien gentil, merci Frédéric. Merci, au plaisir. Au plaisir. Et voilà, c'est le coup de sifflet final, fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts ? Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet, Votre histoire est un cadeau, sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport et à très vite sur nos réseaux sociaux.